Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir lancer le webinaire. J'espère qu'il n'y aura pas d'appel pendant ce webinaire. Alors, donc merci à tous d'être là. Donc c'est notre webinaire sur le plan France 2030 pour les filières agricoles et agroalimentaires, donc organisé par la DRAF et la DRETS. Et donc pour rappel, donc s'il vous plaît, si vous pouvez tous garder vos caméras et puis vos micros fermés, sauf évidemment pour les intervenants lorsqu'ils interviennent, ce sera quand même plus sympa. Et donc, merci, on était 140 inscrits. Là, j'arrive pas à voir le nombre de personnes qui sont présentes, mais on a l'air d'être nombreux. Avec presque la moitié d'entreprises, et puis après, voilà, des administrations, associations, collectivités, accompagnement. C'est un bon panel. Et donc, au niveau de l'organisation du webinaire, donc pour rappel, donc, ce webinaire est enregistré. Et suite à ce webinaire, on mettra à disposition sur les sites de la DRETS et de la DRAF donc la présentation qu'on va voir aujourd'hui sous format PDF, l'enregistrement, et puis une foire aux questions. Parce que le timing est assez serré, donc on n'aura pas le temps effectivement de répondre a priori aux questions du chat. Et donc on vous y répondra a posteriori en vous mettant en ligne une foire aux questions. Donc n'hésitez pas à déposer vos questions sur le chat. Et pareil, si vous avez des questions sur vos projets individuels, soit vous les posez sur le chat, soit vous pouvez nous les envoyer, voilà, 2 adresses à moi et puis à Magali Rouvière. Voilà, et on sera les gardiennes du temps. Donc, ce sera peut-être pas agréable, mais pour finir à 18h, peut-être qu'on vous dira des fois d'aller un petit poil plus vite. Donc, en termes d'ordre du jour, donc on va commencer donc par l'introduction et la présentation de France 2030, donc de manière générale avec Marc Rébol, et puis un petit focus agro avec Florence Verrier de la DRAF. Et ensuite, on va parler, donc France 2030, il y a un volet national et un volet régional. On commencera par le volet national, filière agro. Donc, c'est France 2030, donc depuis fin 2021. Planche de Pesquido va nous faire un retour sur expérience au niveau national et puis faire un focus aussi particulier sur la région PACA. Ensuite, Aurélien Delanoué du ministère de l'Agriculture nous présentera les principaux dispositifs qui pourraient vous intéresser, qui sont ouverts actuellement ou qui vont ouvrir. Voilà, en faisant un petit focus, puis en rappelant les lauréats qu'on a en PACA. Et enfin, on va avoir un témoignage d'un projet qui a été lauréat en PACA, donc le projet Tomates, lauréat de l'AMI démonstrateur territorial. Et donc, on a avec nous André Bernard, Robert Giovinazzo et Pascal Laine, s'il veut aussi rajouter des points. Ensuite, on passera donc au volet régionalisé, où on aura donc la présentation des 3 dispositifs par Bertha Bestero de la DRETS, puis le témoignage d'une entreprise lauréate, donc Gauthier Semence, qui a été lauréat pour son projet Semion. On a avec nous Capucine Maliard. Et enfin, on voulait parler donc de l'accompagnement, comment peuvent se faire accompagner les entreprises à France 2030 en PACA. Donc, on a une plateforme de dépôt donc expérimentale que nous présentera du coup Mireille Pile et Magali Roubière. Ensuite, Innovalliance nous présentera quelles sont leurs offres d'accompagnement. Et enfin, Rising Sud, donc l'agence de développement économique de la région, nous présentera son plateau d'accélération OIR France 2030. Et voilà, et si on a le temps, et on aura le temps, Marc Rébol nous fera une conclusion. Donc, on attaque par l'introduction. Je te laisse la parole, Marc. Parfait, merci Julie, vous m'entendez bien? Super. Donc, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. 70 personnes connectées à ce webinaire et donc d'avoir réservé une partie de votre après-midi pour cette présentation qui va être très complète et dédiée donc à l'axe agriculture et agroalimentaire du plan France 2030. Donc, pour commencer, je vais vous faire, pour ma part, en tant que référent régional sur le plan d'investissement, une petite présentation synthétique de France 2030. Donc, il s'agit d'un plan d'investissement de 54 milliards d'euros, une somme très conséquente qui a été annoncée par le président de la République le 12 octobre 2021 et qui vise donc à positionner la France comme leader technologique dans l'économie de demain. Donc, en fait, France 2030, c'est un plan d'innovation. Marc, excuse-moi, on ne t'entend pas bien, paraît-il. Il y a de l'écho et c'est assez haché. Je reconnais que c'est pareil chez moi. Oui, je me demande du coup si est-ce que tout le monde pourrait éteindre sa caméra sauf Marc, en fait. Peut-être qu'il y a aussi un truc de bande passante. Alors, est-ce que c'est mieux sinon Magali, tu dis tout simplement chez toi? C'est mieux? C'est pas beaucoup mieux. Non, c'est pas mieux. Bon, c'est dommage, ça marchait tout à l'heure. Bon, on va voir. J'arrive, on va pas perdre beaucoup de temps. J'arrive. Non, on t'entend pas. Là, on t'entend pas non plus. On te voit pas et on t'entend pas.
Je vais changer de Ah, bureau, oui. comme ça, ça va être plus efficace. Du coup, alors je vous disais, donc France 2030, c'est un plan d'investissement de 54 milliards d'euros qui a été annoncé par le président de la République le 12 décembre 2021 et qui vise à positionner la France comme un leader technologique dans l'économie de demain. Donc, France 2030, c'est un plan d'innovation qu'on va qualifier d'innovation dirigée, en ce qu'il va servir non pas à éparpiller de l'argent public pour essayer de provoquer de l'innovation dans tout un tas de domaines, mais qui va vraiment concentrer les moyens autour d'une dizaine de secteurs qu'on appelle objets ou objectifs, ainsi que 5 leviers transverses, c'est ceux que vous avez du coup à l'écran, et notamment celui qui va nous intéresser aujourd'hui, la partie alimentation saine, durable et traçable. Et je vais quand même focaliser votre attention sur les 5 leviers transverses qui vont également vous concerner très fort, que sont l'approvisionnement en matières premières, en composants électroniques, tout l'aspect compétences et formation, le numérique ainsi que l'innovation dans le sens un petit peu plus large. Okay. Donc, ensuite, voilà, peut-être pour finir de cette petite présentation synthétique du plan France 2030, je voulais revenir sur quelques grands principes qui guident l'élaboration de tous les appels à projets du plan et la sélection des lauréats. Et donc, c'est important pour vous de bien les avoir en tête. Donc, en fait, France 2030, même si ça s'inscrit dans la continuité chronologique du plan de relance, c'est vraiment un plan qui poursuit des objectifs différents. Dans le plan de relance, on était vraiment dans des enjeux de maintenir un investissement industriel de fonds, structurel, sans avoir de logique un peu d'innovation très poussée ou très sectorielle. Là, on est vraiment dans une logique différente avec des enjeux notamment de sélectivité très forts. France 2030, c'est un plan d'excellence qui vise à financer donc des projets qui sont à la fois risqués et ambitieux. On a donc ici une prise de risque assumée de la part de l'État et on préfère voir des projets qui sont très ambitieux et sur lesquels on n'est pas forcément certain du succès à la fin, qu'un projet un petit peu d'augmentation incrémentale de la valeur pour l'entreprise qui ne consiste pas en une véritable rupture. Ensuite, du coup, pour revenir sur cette thématique d'enjeux assumés de risque et de sélectivité, il y a une doctrine qui a été fixée au niveau du plan, c'est que 50% des financements du plan iront à destination des acteurs dits émergents. Entendre par là que ce ne sont pas que les grandes entreprises qui sont destinataires du plan, toutes les petites PME, voire ETI qui sont innovantes, qui proposent des projets transformants et qui sont en forte croissance, sont tout particulièrement visées et auront donc la moitié des financements du plan. Et enfin, France 2030 est également un plan de transformation qui se veut durable, avec donc la moitié des financements qui viendront financer des projets qui permettent donc la décarbonation de notre économie au sens large, et aucun projet qui va à l'encontre des enjeux environnementaux actuels ne pourra être financé. Au niveau de l'instruction, peut-être un dernier petit mot, l'instruction se fait au niveau national, donc par les opérateurs, avec une validation des ministères. Et au niveau local, nous sommes là pour vous proposer un accompagnement pour vous aider à naviguer dans la complexité du plan. Suivante. Donc maintenant, si j'applique un petit peu ces principes en me plaçant de votre point de vue, donc en tant que porteur de projet, France 2030 sera intéressant pour vous si vous portez un projet qui peut être individuel ou collaboratif. France 2030 essaye de soutenir au maximum des projets en consortium qui visent donc à proposer une innovation un petit peu transformante sur une partie assez large de la chaîne de valeur. Donc, un projet individuel ou collaboratif qui rentre dans l'une des thématiques visées par le plan, qui propose de l'innovation ou qui est un projet souverain avec une part de risque importante. Et si vous êtes un jeune acteur et que voilà, vous ne savez pas forcément comment répondre et que vous n'avez pas forcément l'habitude de répondre à ces appels à projets publics, on est là pour vous accompagner, mais sachez que le plan est tout à fait là pour venir financer également votre projet. Bon, c'en est tout pour la petite introduction. Je vais maintenant passer la parole à Florence Verrier, qui est donc la directrice adjointe régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va vous parler plus en détail de l'objet qui va être l'objet de ce séminaire. Merci. Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez? Florence, on vous entend, mais il y a de l'écho encore aussi là. Julie, Florence, vous êtes là? Oui, oui, moi je suis là. Oui. Je me dis juste, Florence, si jamais tu n'y arrives pas, je le fais. Hein. Non, je vais y arriver. Vous C'est bon, m'entendez? c'est mieux. Ouais. Vous m'entendez? D'accord, bon, je ne le vois pas, mais c'est pas grave. Merci à tous. Désolée, j'ai un petit souci de... Je pense que j'étais connectée 2 fois. Donc, quelques mots d'introduction. Merci, Monsieur Revol, pour votre introduction. Effectivement, ce séminaire, il vise d'abord l'objectif 6 du plan France 2030, donc investir dans une alimentation saine, durable et traçable. C'est 2,3 milliards d'euros qui sont dédiés pour ces sujets agricoles et alimentaires. Comme on vous l'indiquait en introduction, ce plan France 2030, il a pris la suite du plan France Relance. Je voulais quand même rappeler à l'occasion de ce webinaire que le plan France Relance et son volet agricole dans la région a permis d'investir 50 millions d'euros de manière générale, donc auprès d'entreprises, de collectivités, d'exploitants agricoles. Voilà, donc France 2030, aujourd'hui, c'est la suite aussi de France Relance, mais avec des objectifs plus ambitieux en termes d'innovation, comme ça vous a été dit, et aussi un axe fort sur aider à accélérer les transitions agroécologiques et alimentaires. Donc, les grands objectifs, donc d'abord, je l'ai dit, la diffusion de l'innovation, mais aussi, bien sûr, garantir la souveraineté alimentaire en renforçant la résilience des filières. Donc, la souveraineté alimentaire, c'est vraiment un objectif affiché du gouvernement en place, y compris dans le nom du ministère de l'Agriculture, comme vous le savez. Et puis, l'idée est de réellement aller sur un renforcement de la résilience des filières, un accompagnement vers la transition, vers davantage d'agroécologie, donc avec des objectifs aussi de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de restauration de la biodiversité. Voilà. Donc, au niveau des grands axes stratégiques, il y a évidemment, comme je vous l'indiquais dans les objectifs, l'objectif de garantir la souveraineté alimentaire, donc un objectif aussi d'augmenter la capacité de production agricole, la diversification des produits et puis, bien sûr, d'adapter le secteur au changement climatique, ce qui est un enjeu grandissant et dans la région, on le sait particulièrement. L'idée est de promouvoir des modèles de production plus intégrés, qui soient résilients, avec des filières locales, territorialisées, d'aider à expérimenter des combinaisons d'innovation qui permettraient de réduire les impacts environnementaux. Et puis, il y a tout un volet aussi d'accompagnement des consommateurs vers une alimentation saine et durable. Voilà. Et enfin, il y a également un dernier thème qui est traité dans ce plan France 2030, qui est le thème de l'adaptation de la forêt et des écosystèmes forestiers au contexte du changement climatique, qui ne sera pas développé dans ce séminaire, mais sur lesquels il y a également des actions dans la région. Voilà, merci à tous vous êtes connectés nombreux. C'est un plan dans lequel il n'est pas toujours facile de venir, de se retrouver à travers les différents appels à projets, mais il y a vraiment de réelles opportunités, on pense, pour la région. Donc, l'idée, c'était vraiment de permettre aussi à la fois de présenter les dispositifs et puis de donner envie en montrant déjà des expériences réussies et puis de donner un peu des exemples de ce qui peut être fait. Merci en tout cas pour l'organisation du séminaire et je laisse la parole au suivant. À Blanche de Pesquidou. Exactement. Bonjour à tous. Donc, je suis Blanche de Pesquidou, je travaille à la Direction générale des entreprises, qui est une des directions du ministère de l'économie. Et pourquoi j'interviens aujourd'hui, c'est que le plan France 2030 est copiloté par les différents ministères concernés par les objets qu'a évoqué Marc Révol. Donc, sur cet objectif 6 sur l'alimentation, on copilote tous les appels à projets avec le ministère de l'Agriculture et puis le ministère de la Transition écologique.
Donc, les interlocuteurs premiers que vous aurez, ce seront les opérateurs plutôt, donc BPI France, la Banque des Territoires, France Agrimaire, en fonction. Mais voilà la raison de mon intervention aujourd'hui. Et voilà, moi, je vais vous parler rapidement avant la présentation plus détaillée de certains des appels à projets qui sont ouverts ou qui sont en passe d'être ouverts, un peu comme un préambule pour donner une image un peu globale à l'échelle nationale et puis appuyer sur vraiment les aspects importants lors des dépôts des projets qui sont communs à l'ensemble des appels à projets. Donc, pour commencer, pour situer un peu la région PACA dans l'avancée du plan, voilà, à peu près 1 an et demi après l'ouverture du plan, enfin, après les annonces du plan France 2030. Donc, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est bien partie prenante de cet objectif 6. Moi, je parle bien de l'objectif 6 ici parce que je n'ai pas de vision sur la participation de la région sur les autres thématiques. Mais voilà, sur 450 projets déposés aux différents appels à projets, il y en avait 28 qui se situaient en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et récemment, tout récemment, il y a une relève de 78 projets de l'appel à projet Innover pour réussir les transitions agroécologiques et alimentaires, dont on parlera un peu après. Donc, 6 sur 78, c'est une bonne... ça montre qu'il y a peut-être un intérêt grandissant de la région PACA pour ces appels à projets. Et puis, concernant les dossiers lauréats, donc j'en ai noté 5 en région PACA. Donc, je pense qu'il y a en proportion par rapport à la taille, même le volume économique de la région PACA par rapport à la France en général, il y a une marge de progression. C'est pour ça que je pense que c'est utile aujourd'hui de porter à votre connaissance les dispositifs qui sont existants au niveau national et au niveau régional aussi, évidemment. Et voilà, à savoir qu'il y a des projets en ce moment qui sont aussi en instruction. Donc, c'est pour ça que j'ai pas tous les chiffres de tous les lauréats des projets qui ont été déposés. Voilà. Dans l'objectif 6 du plan France 2030, il y a un volet agricole, donc amont de la production agricole, et puis un volet plutôt aval sur tout ce qui est transformation de produits agricoles. Et j'ai remarqué qu'en région PACA, c'est le volet agricole qui était plus plébiscité parce que dans les projets lauréats, il était plutôt question de solutions de biocontrôle et de biostimulation. Donc, peut-être une appétence plus forte pour les sujets agricoles. Voilà, il y a un projet notamment de transformation de fruits qui a été lauréat en région PACA. Donc, il y a aussi sûrement beaucoup d'opportunités à saisir dans le domaine de la transformation alimentaire. Mais voilà, c'était pour un petit état des lieux. Ensuite, après, donc je disais 1 an et demi après l'annonce du plan, on observe qu'il y a certaines thématiques qui sont encore un peu, qu'on aimerait plus voir en fait dans les projets déposés aux différents appels à projets qui vous seront présentés juste après. Notamment, donc là j'ai un peu mélangé ce qui est plutôt amont agricole et agro, à savoir aussi, avant de parcourir rapidement la liste, que le plan France 2030 s'intéresse aux innovations depuis vraiment la recherche jusqu'à l'industrialisation. Donc, en fait, les sujets que je vais citer, par exemple, le biocontrôle et la biostimulation, vous aurez un appel à projet qui aura trait aux activités de recherche, vraiment de développement de ces produits. Et puis, il y a aussi un appel à projet qui peut financer en partie des projets d'industrialisation de la production de ces innovations, ici de biocontrôle et biostimulation par exemple. Un sujet qu'on pourrait aussi plus voir, je pense, dans les appels à projets, c'est la diversification des productions et des recettes, en fait. Ça fait le lien avec le point 4 sur la notion d'intégration de filières. On parle de diversification de l'alimentation, de diversification aussi des variétés cultivées, par exemple, dans l'amont agricole. Et donc, je pense qu'il y aurait
un vrai intérêt à ce qu'il y ait en filière des projets qui peuvent être collaboratifs pour que dans les recettes soit intégrée une plus grande diversité de produits, de matières premières en fait. Ça peut être un sujet. Comme évoqué aussi précédemment, les notions de souveraineté et de relocalisation de production sont vraiment très attendues au niveau national. Et puis sur des sujets plus consommateurs, le plan France 2030 cible aussi tout ce qui est lié à la sensibilisation à une meilleure alimentation plus saine, plus durable, plus équilibrée. Il y a aussi on intègre aussi les sujets de personnalisation de l'alimentation, d'une alimentation destinée à des personnes âgées ou aux sportifs. Voilà, ça fait aussi partie des sujets qui font partie du plan. La diversification des sources de protéines avec des projets insectes, algues, champignons, voilà, qu'on a déjà pas mal vus, mais qui sont toujours très attendus parce que la diversification des sources de protéines est vraiment au cœur des politiques publiques actuellement. Et puis, ce que j'ai mis en italique, ce sont des sujets plus transverses qu'on va vraiment prendre en compte dans les appels à projets spécifiques agro, mais qui bénéficient aussi de dispositifs spécifiques. Et donc, enfin, spécifiques, par exemple, à la décarbonation pour l'industrie de manière plus transverse. Et j'ai indiqué aussi la sobriété hydrique parce qu'on sait que c'est un grand sujet. Et donc, des projets qui intégreraient des innovations favorables à une plus grande sobriété hydrique seront aussi appréciés. Voilà. Et puis pour terminer, un petit retour d'expérience peut-être par rapport au dossier que nous avons vu. Donc, j'ai parlé des thématiques juste avant. Et maintenant, sur le plan un peu plus concret de ce qui est attendu ce qui est attendu vraiment, ce à quoi on fait attention en fait dans l'instruction, la sélection des projets. Il y a notamment l'évaluation environnementale des projets, donc tout ce qui sera fait pour que le projet soit vraiment au bénéfice de l'environnement, de manière assez scientifique. Hein, voilà, les coûts d'analyse ACV, par exemple, sont maintenant inclus. Donc, c'est important de peut-être prévoir ça quand on fait des projets. Également, tout ce qui est lié à l'artificialisation des sols, donc des projets qui viendraient utiliser des bâtiments existants, bah, c'est toujours bien vu. Dans France 2030, donc ça c'est vraiment lié à la doctrine de France 2030, mais le côté innovant est vraiment important, hein, c'est ce qui vraiment différencie le plan d'investissement France 2030 de France Relance. On s'attend aussi à ce que les contraintes réglementaires soient bien prises en compte, puisque par exemple, quand on développe des nouveaux ingrédients qui devraient être validés au niveau européen par le processus Novel Food, c'est important de le prendre en compte, les délais qui sont souvent longs et trop longs à mon goût, mais en tout cas, il faut les prendre en compte pour que le projet soit solide. Et puis le dernier point, c'est l'incitativité de l'aide. Voilà, l'objectif d'un plan d'investissement public, c'est de venir participer au financement de projets qui ne pourraient pas avoir lieu sans cette aide de l'État. Donc, c'est important de bien justifier de manière assez précise le plan de financement, évidemment, mais pourquoi l'aide de l'État est essentielle au lancement du projet. Voilà, sachez qu'on est toujours disponible à la DGE, même si les interlocuteurs sont souvent prioritairement les opérateurs, parce qu'ils ont aussi la connaissance vraiment fine des mécanismes de financement qui sont permis par la réglementation européenne. Mais n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter les DREDS qui souvent vous connaissent et qui sont bien au courant également des appels à projets disponibles. Voilà, puis je répondrai à des questions après s'il y en a, je pense. Merci. Donc, on va laisser la parole à Aurélien Delanoué. Ah, voilà, super. Merci beaucoup. Merci Blanche pour cette super introduction de France 2030 et merci Julie pour On ne t'entend pas très bien, Aurélien. ce super séminaire. Je pense qu'en effet, c'est utile quand on voit les différences. C'est mieux là?
Hmm. Oui, Est-ce c'est que là, mieux, c'est bien? ça a rattrapé les 10 secondes qu'il y avait de décalage, c'est bon. C'est bon? Ah, ok, il y avait du... D'accord, ok, bon, bah, très bien. Écoute, on va commencer avec les différents dispositifs. Moi, je parlais de différents dispositifs qui sont disponibles encore sur France 2030. Alors, le premier, c'est un que vous connaissez bien, puisqu'il y a déjà eu plusieurs lauréats en PACA. C'est le dispositif pré-série qui vise avant tout à financer voilà, des projets d'une entreprise, quelle que soit sa taille, hein, avec une assiette de dépenses qui peut aller jusqu'à 3 000 euros et qui donc vise des équipements industriels innovants pour des machines mobiles ou fixes intégrant des technologies numériques. Alors, je peux vous donner deux exemples, par exemple, qui ont été primés et qu'on voit ici sur la slide, qui sont le dispositif CC Clair de AgriConnect, en fait, qui est un outil d'aide à la décision en faisant une cartographie de la floraison. C'est très joli, les résultats. Et un second qui est Demo Indus de la société Ombrea et qui, lui, permet une maîtrise de l'irrigation, en fait, ce qui est un peu crucial en ce moment. Donc voilà, c'est ce type de projets qui sont attendus par ce financement pré-série et qui peuvent donner des aides jusqu'à 60% de subvention. Et donc, on rappelle que cet appel à projet, il est disponible jusqu'au 26 septembre, sauf si les fonds sont épuisés avant. Donc, allez-y, je vous y encourage. Ah si, pardon, oui, peut-être que juste laisser un petit peu sur la slide d'avant, où vous avez peut-être vu qu'il y a des thématiques attendues. Je reviens sur pré-série, si c'est possible, Julie. Ouais. Simplement sur pré-série, en effet, on cherche des équipements et des technologies qui soient adossés sur du numérique, mais on le fera avec une priorité, en priorité sur des projets qui sont, vous le voyez, réduction de la consommation d'énergie, amélioration du bien-être animal, gestion de l'eau ou protection contre les aléas climatiques. Et donc, les deux exemples de projets que j'ai cités s'inscrivent parfaitement là-dedans. Pour l'APP suivant, enfin pour le dispositif suivant, c'est le dispositif AMI Agroéquipement qui vise à financer. Oui. C'était moi qui le présentais. Oui, allez, je t'en prie, vas-y, Julie. Désolée. Je le présentais parce que c'était France Agrimaire, c'était une collègue normalement chez nous qui va le faire, mais je vais prendre la main. Il est un peu particulier, c'est un dispositif du coup en deux temps. Donc en fait, le programme équipement pour la troisième révolution agricole. Donc vous avez une partie AMI qui est destinée aux équipementiers. Et l'idée de cette AMI, en fait, c'est de définir une liste de matériel, solutions, équipements qui sont innovants. Et si ces équipements sont sélectionnés, suite à cette AMI, vous aurez des mesures guichets qui seront du coup opérées par France Agrimaire et qui, cette fois-ci, ce guichet sera destiné aux agriculteurs, qu'ils soient en individuel ou en collectif, en CUMA, ETA, lycée agricole, GI2E. Et donc, ces agriculteurs pourront obtenir un soutien financier pour l'acquisition de ces matériels. Pour l'instant, ça va de 20 à 40% en gros de subventions suivant le matériel. Est-ce que tu peux juste revenir oui, non, ok, non, c'est bon, c'est bien. Alors, donc, du coup, là, c'est plus pour vous illustrer un petit peu ce qui s'est passé pour l'instant. Donc, je vous ai dit qu'il y avait toujours un AMI avant le guichet. Bon, en fait, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Le tout premier guichet, il est arrivé sans AMI. Donc, vous aviez une liste de matériel qui était sur la réduction des intrants phytopharmaceutiques et des engrais de synthèse. Il a été ouvert le 8 avril et il a été consommé très, très rapidement. Et ensuite, suite à ça, vous avez eu le premier AMI qui portait justement sur l'optimisation de la ressource en eau. Et puis, le guichet qui est encore aujourd'hui ouvert. Il a ouvert le 6 mars et il va ouvrir jusqu'à la fin de l'année ou épuisement des fonds. Et ensuite, vous avez eu un AMI qui a été ouvert récemment, qui était plus sur les fruits et légumes. Et donc, on attend le guichet numéro 3. Donc voilà, c'est un fonctionnement un peu particulier. Et je tiens quand même à signaler que par rapport aux autres aides habituelles de France Agrimaire, là, on n'est pas sur un programme qui est destiné à des achats standards. Quand on est bien, du coup, type asperceur ou bâche ou tunnel, là, on est bien sur des équipements pour la troisième révolution agricole. Donc, ça va être des choses du type des équipements connectés, des drones de télédétection, des robots. Enfin, voilà, on est bien sur là-dessus. Et donc, il y a d'autres AMI qui vont être à venir qui sont cette fois-ci pas uniquement spécifiques aux fruits et légumes. Voilà, j'ai fini.
Ouais, si je peux ajouter deux petits bonus sur l'AMI, Ouais. de la présentation de Julie était parfaite. Je note néanmoins que sur les fruits et légumes, en effet, il y a des équipements connectés, mais on a laissé une place particulière au serre pour permettre le financement de ces installations un peu particulières dont on peut avoir besoin. Et que sur la troisième, alors là, je fais un peu de perspective, mais si jamais vous êtes ou vous connaissez des équipementiers qui ont une spécificité pour desservir les Outre-mer, c'est quelque chose qu'on mettra en avant, notamment voilà, des solutions spécifiques à destination des Outre-mer parmi les équipementiers que vous pouvez connaître ou dont vous pouvez être. C'est quelque chose sur lequel on mettra on portera une attention particulière. Voilà. Je reviens à nos moutons, enfin à nos usines, avec cette AAP, l'AAP première usine, qui là, lui, se positionne plus sur les PME ETI qui voudraient créer leur premier vrai outil de production, d'où son nom, hein, première usine. Voilà, c'est plutôt pour les PME. On a financé quelques ETI qui avaient une grande innovation qui était en hypercroissance, etc. Donc, on a pu déroger à ce critère. Là aussi, c'est dans des projets qui présentent un certain caractère d'innovation, hein, toujours la même focale, comme l'a bien dit Blanche au début. Et cette AMI, donc, vous voyez, il y a eu plusieurs lauréats en PACA. Je pense notamment à Eranova et pour sa première installation de fabrication de résine biosourcée en algues. C'est quelque chose de très innovant. Idem pour les ingrédients issus de la fermentation de produits agroalimentaires de la part de GreenSpot Technologies. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on était très content de voir ces projets et ce qui peut représenter jusqu'à 60% de subvention d'une assiette maximum de 5 millions d'euros. Donc, c'est des montants conséquents et je ne peux que vous encourager à aller candidater auprès de BPI. Bon, alors, c'est ouvert sur le long terme, en fait. Il y a 3 relèves qui sont prévues par an et il y a des mécanismes si je puis dire, pas de repêchage, mais vous serez informé si votre dossier n'est pas complet ou s'il y a des éléments un peu plus faibles. Donc, ça vaut vraiment le coup de candidater même le plus tôt possible, quitte à se dire « Ah bon, bah, je n'ai pas été reçu et je repostulerai la fois suivante en ayant amélioré mon dossier. » Puisqu'il y a 3 relèves par an, donc ça permet quand même d'agir en mode un peu itératif, enfin de ne pas avoir de pas rater le coche rapidement. Pour ce qui est du suivant, voilà, l'AMI démonstrateur territoriaux. Alors lui, c'est un peu plus particulier au sens où ça ne doit pas être porté tout seul, ça doit être porté avec une gouvernance avec un acteur territorial, une collectivité notamment ou un acteur public présent, avec des projets. Le but, c'est d'avoir un test, en fait. C'est d'accompagner un porteur qui se dit, bah, voilà, j'ai une solution qui répond à certains enjeux, par exemple, je ne sais pas, on vous en a cité ici, mais un test en conditions réelles de nouvelles technologies, créer du circuit court, développer certaines techniques ou méthodes nouvelles pour les agriculteurs. Et le but, c'est de se dire, bah voilà, on crée un test et on voit si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, le but, c'est de pouvoir le faire passer à l'échelle. Et ce projet-là, enfin, ces projets de démonstrateurs, on en est assez content et c'est pour ça que je pense que je suis très content que le projet Tomates puisse s'exprimer juste ensuite parce que c'est vraiment exactement ce qu'on recherchait. Et donc, c'est des appels de démonstrateurs territoriaux. Ils sont disponibles encore, ce sera la dernière relève à la fin septembre 2023 auprès de la Banque des territoires. Et donc, je peux que vous encourager pour soit gagner un peu de visibilité, tester une technologie ou simplement se demander si vos solutions peuvent avoir un impact en passant à l'échelle du territoire. C'est vraiment l'endroit qui est fait pour vous. Donc, je suis très content que puisse présenter son projet, le projet AMI, juste après moi. Donc voilà, ça c'est un peu les phases de sélection d'un AMI démonstrateur territoriaux. Il y a une sélection avec une incubation de projet pendant 18 mois. Ensuite, la phase d'engagement.
où littéralement les parties prenantes se réunissent pour la gouvernance du projet et puis ensuite sa réalisation concrète sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qui finalement peut, disons, en 2 ans, mettre sur pied un projet ou une technologie qui n'aurait pas forcément été testable si rapidement sinon. Enfin, voilà, avant de passer la parole sur le projet Tomate, je voulais parler de cet appel à projet Résilience et capacité agroalimentaire qui, lui, vise plus des entreprises un peu plus mûres qui ont pour but de répondre à 4 thématiques, soit vraiment la relocalisation de maillons industriels qui n'ont plus, qui auraient été délocalisés ou qui correspondent à cet objectif de souveraineté. Ensuite, une industrialisation qui répond aux besoins alimentaires de demain. Ça correspond par exemple, et peut-être qu'ils se reconnaîtront, mais la casserie d'amandes qui a été présentée, la compagnie d'amandes a répondu par ce deuxième axe. L'axe 3, c'est pour réussir la transition agroécologique et typiquement créer la plateforme qu'a créée Ovin Alpes correspond complètement à ça puisqu'elle permet d'avoir de l'énergie décarbonée grâce à un sourçage de ces déchets en local. Et donc, c'est complètement ce qu'on attend comme thématique, enfin comme projet qui répond à cette thématique. Et enfin, le dernier, l'axe 4, peut-être qui paraîtra moins innovant, mais c'est le but de construire une filière. C'est avoir lié l'amont et l'aval, si vous voulez. Donc, typiquement, ça pourrait être, vous avez des capacités industrielles, vous souhaitez les augmenter, mais en développant aussi l'amont agricole. Je ne sais pas, vous fabriquez des compotes, mais vous financez, vous avez prévu de créer aussi des vergers avec cela. Ça, c'est des projets qui peuvent répondre à cet axe 4 d'intégration de filière. Donc, il va y avoir une réouverture très prochaine, dans l'été ou à la fin de l'été de ce dispositif. Le calendrier est encore, les derniers éléments sont en cours de calage, et c'est auprès de BPI et France Agrimaire que ça se fait. Enfin, quelque chose qui est moins sur les capacités industrielles, mais plus sur la main-d'œuvre, mais plus sur les compétences, ce qu'on appelle les compétences et métiers d'avenir. Qui est une procédure au fil de l'eau. Hein, donc, vraiment, vous pouvez le déposer n'importe quand. Et il vient d'être annoncé littéralement hier que ce dispositif réouvrait pour une saison 3 au fil de l'eau. Donc, voilà, le jury va à nouveau se réunir. Donc, vous pouvez déposer vos projets quand il s'agit soit de diagnostiquer, ça peut être en amont, hein, diagnostiquer les emplois et les compétences dont vous avez besoin pour réussir les grandes transitions qui sont à l'origine de ce plan, du plan France 2030. Soit, si vous les avez déjà identifiés, le financement de ces formations pour développer vos métiers, les métiers d'avenir ou des compétences d'avenir dans vos activités. Donc, les porteurs de projets, ça peut être vraiment tout le monde, hein, peuvent être multipartenaires ou vous seuls, les employeurs, les représentants, les OPCO, etc. Et donc, soit vous le présentez donc dans le premier volet, c'est-à-dire le diagnostic, hein, et ça, c'est des subventions qui peuvent varier entre 200 000 et 1 million d'euros, soit vous avez identifié les compétences dont vous avez besoin, et là, c'est le volet formation pour des formations qui peuvent aller jusqu'à 5 ans, avec une subvention minimale de 1 million d'euros. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ce qu'on voulait rajouter aussi, c'est que par rapport aux procédures d'avant, vous avez maintenant une procédure au fil de l'eau qui va se mettre en place, alors qu'avant, il y avait une relève, une clôture finale. Et aussi, plutôt que déposer votre dossier en entier, maintenant, vous pouvez déposer d'abord une lettre d'intention de 2 à 4 pages. Et ensuite, si votre projet est validé, là, dans ce cas-là, vous pourrez poser votre dossier. Donc, dans l'idée, c'est de simplifier. Et on vous renvoie, en fait, là, on vous a mis un lien en dessous parce qu'en fait, il y a eu 2 webinaires. Il y a eu un webinaire le 15 juin et un webinaire aujourd'hui sur l'AMI compétentialité d'avenir, un webinaire d'1h30. Vous pouvez aller voir le replay. Là, dans ce cas-là, voilà, ce sera assez complet. On vous a juste mis la slide, comme ça, vous avez les infos principales. Mais n'hésitez pas à aller voir les replays qui seront bien intéressants. Et voilà, donc là, on va passer. Merci voilà. Aurélien. Ouais, on va passer au projet Tomates. Également, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Je vais mettre
mettre mes coordonnées dans le chat si vous avez des questions sur ces dispositifs en particulier. Merci, super. Et donc voilà, on passe au projet. Donc Thomas Tess, lauréat de la MIT démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires. Donc on a avec nous André Bernard, président de la Chambre régionale de l'agriculture PACA, et Robert Giovinazzo à la Sonito, et peut-être aussi Pascal Lenné s'il a envie de rajouter quelque chose. Donc nous avons 10 minutes pour parler de votre projet. Alors, on va essayer de faire une question-réponse pour que c'est un peu plus interactif. Donc, peut-être déjà, voilà, si vous pouviez nous présenter votre projet, comment est-ce qu'il est né, et puis qui fait partie, parce que dans l'AMI démonstrateur, ce qui est aussi assez intéressant, c'est le consortium. Donc, voilà, nous le présenter aussi rapidement pour que les gens qui ne connaissent pas sachent de quoi on parle. André, tu es figé. Ah. André? Ah. Je vais peut-être prendre la parole si André est absent. Bon, je vais commencer. Bon, donc bonjour à tous. Donc Robert Giovinazzo, je suis le directeur de la filière tomates destinées à transformation, donc la filière de tomates de plein champ qui a mis en place. Alors c'est effectivement le chef de file, c'est la Chambre régionale de l'agriculture PACA, dont le président est Monsieur André Bernard, qui est aussi président de la Sonito, entre autres. Et donc l'idée, par rapport à la question que tu posais, l'idée est venue effectivement d'André et de discussions qu'on a eues depuis quelques temps avec nos divers acteurs des filières, de mettre en place un projet interfilière qui soit articulé autour de la production de la tomate, mais pas que, les céréales, les légumineuses, les cibles, donc les cultures intermédiaires à vocation énergétique, pour une transformation du territoire, et notamment dans le sillon rhodanien. Donc, dans le titre, qui n'est pas effectivement une faute d'orthographe, c'est bien technique, outils et méthanisation pour la multiperformance agricole et territoires et des systèmes. Donc, en fait, là, en gros, l'idée, c'est de mettre, donc, comme disait monsieur auparavant, avoir une sorte d'îlot dans un secteur, là où on aura ce démonstrateur. Donc, l'innovation vient... Ah, voilà, André. Tu as le micro, André? Non, tu n'as pas le micro, là. Continue, Robert, continue. Je ne sais pas, ça a sauté là. Bon. L'idée, c'est. Mais non, mais c'est toi quand même. C'est ton bébé, vas-y. Oui, d'accord. À toi, continue. Ah, ça saute. Bon, je vais continuer alors. Donc, l'idée, c'est voilà, au niveau de chaque filière, avec toutes ces filières, d'essayer de réunir ces filières au sein d'un îlot. L'innovation qu'il y a dans le démonstrateur en question. André, arrête le micro. Sinon, peut-être, André, vous pouvez essayer sans la vidéo? Coupe, André, coupe. Tu peux couper, Julie? Donc, je recommence. Je reprends, pardon. Démonstrateur territorial. L'idée, donc, c'est autour d'un méthaniseur et des îlots de production. Je lui ai désactivé, mais en fait, ça a mis un peu long à se mettre en place, j'ai l'impression. C'est compliqué, là. T'inquiète, on ne vous enlèvera pas des minutes. Hein, tu vas pouvoir recommencer. J'arrive pas à désactiver son son. Je pense que vu que ça bug chez lui... Voilà. Qui a dit qu'on ne désactivait pas André comme ça? Effectivement, c'est vrai, j'y arrive pas. Bon. Ah, ça y est. Voilà. Bon. Donc, je reprends. Donc, autour de la tomate, mais pas que, c'est en fait toutes les cultures, donc qu'elles soient céréales, légumineuses, etc. Et dans les légumineuses et légumineuses alimentaires, de mettre en place une innovation qui vient d'Arvalis, parce que dans les partenaires, vous verrez tout à l'heure, il y a un consortium qui est en place. Il y a Arvalis qui apporte un outil d'innovation qui s'appelle Cister et qui doit apporter cette multiperformance agricole au sein des exploitations agricoles du secteur. Donc, à la fois avoir la tomate, les céréales, les légumineuses, alors pas tout en même temps, mais en rotation, avec ces cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui vont pouvoir alimenter un méthaniseur. Ce méthaniseur va ramener du digesta aux diverses cultures, dans l'ordre qu'on pourra mettre en place.
mais aussi du biogaz pour les industries agroalimentaires du coin, localisées par rapport à l'îlot en question, et tout simplement dans le réseau, et même du GNL pour les tracteurs des agriculteurs, mais aussi du digestat donc pour essayer de réduire tout ce qui est intrants de synthèse au champ. Et donc, en gros, aller vers ce cercle vertueux qui a été dit. Et donc, de tout ce qui a été dit auparavant, en fait, on coche un petit peu toutes les cases à ce niveau-là. On a même le côté protéines. Et en mettant ce démonstrateur-là, ben, comme ça a été dit, ça sera la première étape avant d'aller vers d'autres îlots avec ces méthaniseurs aussi pour les îlots en question. Alors, il n'y a pas d'élevage, hein, on est sur du végétal. Il faut penser qu'en 2024, il y a aussi les collectivités locales avec tout ce qui est matière organique, tout ce qui est compost qui va pouvoir alimenter le méthaniseur si d'aventure on n'était pas suffisamment présent pour l'alimenter en termes agricole. Et voilà, donc c'est ça l'idée. Donc on a la biodiversité. Ce que je n'ai pas dit, et André va me tuer si je ne le dis pas, c'est que dans ces cibles, bien sûr, on a pensé, vous allez voir, peut-être que tu peux avancer l'image parce qu'on a voilà, là, c'est le côté multiperformance. En gros, ça ne se voit pas très bien à l'écran, mais on va orienter le graphe vers moins d'intrants, mieux utiliser les sols grâce aux cultures intermédiaires, aux couverts végétaux qui sont à vocation énergétique, et moins de carburant, etc. Donc, c'est réorienter cette courbe-là pour les exploitations agricoles au sein de l'îlot. Donc, ça va être un GI2E ou un groupe de producteurs dans l'accès en question. Donc, ça répond vraiment aux attentes des filières et sociétales. Et effectivement, dans le schéma de gouvernance, on a ajouté, et ils sont venus à nos côtés, l'ADAPI, donc tout ce qui est pollinisateur, abeilles domestiques, parce que dans les cultures intermédiaires à vocation énergétique, l'idée, c'est aussi d'apporter des plantes mellifères qui puissent aider les abeilles domestiques à la saison, quoi. Vrai, tu es revenu normalement ou tu es… Oui, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de revenir. Je suis vraiment désolé, mais moi, je ne sais pas ce qui se passe. Et vas-y, continue. Maintenant, tu as commencé, Robert. Vas-y, voilà, vas-y. maintenant, je suis parti. C'est la Chambre régionale qui est porteur Oui. du projet. Vous avez dans le consortium les différents membres avec donc l'Arvalis, la Solito, etc. Il y a évidemment une collectivité, donc ça fait appel aux régions et la région Sud, et il y a aussi Aura, enfin la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous avez différents partenaires autres qu'on a, donc les champs d'agriculture évidemment, INRAE, GRDF pour la méthanisation, et Innovalliance, le pôle Innovalliance aussi, la coopération agricole, etc. Et vous avez Terrinovia qui, pour le côté légumineuse, qui va pouvoir nous aider à travailler dans ce schéma-là, dans ce consortium. Outre la Banque des territoires, il y a des cofinanceurs qui sont bien là, donc les deux régions, Sud et Aura, qui ont bien voulu adhérer à cela et qui ont été présents dès le début. Le CNR, donc la Compagnie nationale du Rhône, et puis l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Voilà pour la présentation. Ok, merci bien. Et donc ce projet, qu'est-ce qui vous a amené à le déposer spécifiquement sur la démonstrateur territorial? Comment ça s'est fait? Alors André, si tu veux répondre là. Oui, alors, disons que je suis désolé pour ce qui s'est passé là, mais bon, notre volonté au départ, parce que je suis aussi le président de l'interprovision tomate industrie, c'est de redévelopper la filière tomate industrie qui aujourd'hui ne couvre que 10-12% de notre besoin en tomates en France. Pour avancer dans une filière, c'est un peu compliqué, donc on avait l'idée de mettre des légumineuses. Et puis, c'est greffé la problématique de l'énergie qui monte de plus en plus en puissance. Et quand on a vu arriver le projet des démonstrateurs territoriaux, on a regardé d'un peu plus près et on a vu qu'effectivement, il y avait dans cet appel à projet exactement ce qu'on recherchait, c'est-à-dire c'est un chantier multifilière sur les exploitations agricoles, alimentaires et énergétiques et environnementales, puisque, comme l'a dit Robert, la partie abeille avec la partie agronomie. Et on a, je dirais, réussi à agglomérer autour de ce projet toutes les structures qui sont sur le tableau. Pour porter ce projet, l'objectif étant de donner demain aux exploitations agricoles, si le modèle qu'on imagine s'avère vrai, plus de diversité de production, plus d'autonomie énergétique, puisque à terme, une partie du gaz produit pourra rester sur les exploitations pour faire fonctionner les tracteurs, donc décarboner notre activité de traction.
Alors, recourir à une production de digesta par la méthanisation et l'introduction de légumineuses dans les assolements et des légumineuses dans les couverts végétaux interculture permet aussi d'améliorer la structure du sol. Bon, c'est un ensemble de sujets que l'on veut expérimenter. Il y a déjà des groupes qui ont commencé à faire des couverts végétaux sur 2022, pardon. 2023, on est en train de travailler avec différentes chambres départementales et nos partenaires, le Centre français du riz pour la partie camarguaise, pour, je dirais, expérimenter, démontrer que dans la capacité à produire des cives mellifères pour les abeilles et que ces cultures-là pourront venir, la biomasse pourra venir dans le méthaniseur et que l'assolement bien réfléchi en intégrant l'apport de digesta sur entre 4 et 6, une fois tous les 4 ou 5 ans ou 6 ans, suivant le rythme, devrait nous permettre d'améliorer la qualité de nos productions en diminuant les intrants et contribuer, je dirais, à plus de résilience de nos exploitations. Voilà en quelques mots le chantier. L'énergie produite par les méthaniseurs, une partie restera sur les exploitations, une partie sera injectée bien sûr dans le réseau et à terme nous envisageons de produire plus de gaz injecté dans le réseau que ce que consomment nos entreprises de transformation pour que le produit Sauce Tomate France puisse afficher le logo produit à base d'énergie renouvelable décarbonée. Voilà à peu près tout ce qu'il y a dedans, quoi. Et après, bon, là, on en est à la grande ligne et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va probablement se heurter ou trébucher, mais on va rebondir parce qu'effectivement, on a une ferme volonté de relever ce défi de l'adaptation au changement climatique, de la souveraineté alimentaire et énergétique. Et quand même, bien tout ça, c'est bien pour donner du revenu aux agriculteurs et pour pouvoir pérenniser les exploitations qui en ont bien besoin. Voilà en quelques mots ce que et au passage, je tiens à remercier tous les partenaires et bien sûr les services de l'État, que ce soit vous en région et le ministère et BPI France, parce qu'effectivement, on est engagé dans un sacré challenge qui va s'étaler sur plusieurs années et sur plusieurs régions, puisque c'est tout le sillon rhodanien et la partie sud-ouest, Nouvelle-Aquitaine, qui est concernée par la tomate. Et on était hier en réunion avec des producteurs de tomates un peu le sud-ouest et sud-est. Et il y a aussi, côté sud-ouest, des travaux de fait sur des cultures intermédiaires, sur l'apport de digesta, sur les parcelles et tous ces points-là. C'est tout ça qu'on va mettre en relation pour essayer d'aller le plus rapidement possible, parce que oui, il faut qu'on aille vite. Les enjeux sont énormes. Merci André. Justement, sur les difficultés, je voulais voir avec vous en termes de montage de dossier, en fait. Est-ce que vous avez des difficultés? Qu'est-ce qui va pu vous aider? Qu'est-ce qui serait en fait important à retenir finalement pour des entreprises qui ont envie de déposer à l'AMI, entreprise ou consortium? Ouais. Déjà, il faut avoir une idée au départ. Donc, on a André, donc il y a des idées. Ça, c'est bon, ça on avait. Ensuite, effectivement, il faut avoir un groupe, établir ce consortium. Et donc là, c'est pas si évident que ça. Donc, on va avoir un chef de file qui va gérer le projet pour comment dire, achalander les différentes idées et tout ce qu'on va mettre chacun dans chaque filière qui avait ses problématiques propres et son expertise à apporter sur le projet. Donc, il fallait bien mettre en place tout ça. C'est pas si évident que ça, donc il faut bien créer une dynamique de ce côté-là avec tous les partenaires que vous avez pu voir par ailleurs. En fait, dans tous ces partenaires, il va s'en dégager quelques-uns qui vont un peu plus gérer la situation, entre guillemets, avec le chef de file qui ne peut pas être seul de ce côté-là, à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment dans la partie, j'allais dire, vraiment logistique. Après, ce qu'il y a, c'est les relationnels qu'on a eus, donc vient de dire André, que ce soit avec la région, avec les différents pouvoirs publics, les collectivités. Ça, c'était super important que ce soit fait le plus tôt possible. C'est toujours une inertie dans tout cela, mais en tout cas, ça a été très rapide. Et juste pour information, la première réunion du groupe de travail a eu lieu en août. A eu lieu en août et on a déposé le 2 décembre. Donc, on a travaillé très rapidement et les relations qu'on a pu avoir avec les différents acteurs ont été très, très bonnes de ce côté-là et les remontées très rapides. Mais il faut quand même avoir de bons liens
avec les différentes personnes et connaître déjà un peu le réseau, avoir un réseau pour pouvoir aller plus vite en ce sens. Ou en tout cas, démarrer très vite là, de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça? Ou alors si tu as d'autres questions, Julie, mais la Oui, j'ai problématique, elle est d'autres. là. Vas-y. Justement, par rapport à ce lien avec aussi avec les bonnes personnes, donc pour le démonstrateur, vous avez le droit à un échange de 30 minutes Ouais. qui peut être fait, enfin, avant le dépôt évidemment, mais ça peut être fait très en amont, très en aval. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment ça s'est passé votre entretien avec la CDC, la Alors, Caisse des dépôts? oui, alors effectivement, tu as raison de le souligner. On s'est surtout focalisé sur la FAQ. Je vois que tu vas t'en occuper toi aussi pour le séminaire et le webinaire là. La FAQ a été très, très intéressante pour nous. On a pu voir sur le premier appel, la première vague, qui était différente de la deuxième vague qu'on avait. On avait des prérogatives autres. Mais rien qu'avec la FAQ, ça nous a permis de nous renseigner et de nous orienter sur la feuille de route pour le travail en question. On a une demi-heure, simplement une demi-heure de discussion, comme tu dis. Alors, il faut la positionner, si on a bien orienté notre FAQ, essayer de la positionner pas le plus tard possible, mais bien en aval pour voir qu'on est bien dans les bons rails et que ça va fonctionner derrière et qu'on va pouvoir déposer ce qu'il fallait. On a préféré le garder le plus tard possible parce qu'on se sentait assez à l'aise vu ce qui avait été fait. Alors, on n'avait pas là, en l'occurrence, pour ceux qui vont déposer pour fin septembre, il commence à y avoir des lauréats, il y a plus d'informations, il y a des choses qui sortent. On a eu quelques informations de la première vague de qu'est-ce qui était positionné, qu'est-ce qui semblait être intéressant en termes pour être lauréat. Bon, il se trouvait que nous, sur la thématique, on cochait un peu toutes les cases essentielles apparemment et on était assez confiants de ce côté-là, mais c'est pas évident. Voilà. Donc, la FAQ, les 30 minutes de discussion et un réseautage quand même, parce qu'André Bernard, effectivement, il a un réseau de discussion. Quand je parle de réseau, c'est réseau d'appeler les personnes pour dire, voilà, est-ce qu'on travaille bien de ce côté-là? On avait pu voir M. Bonnel au Médagri, ça nous a permis aussi d'avancer de ce côté-là. Ça, c'était à l'automne. Donc, entre août et décembre, on avait fait une première approche, une discussion avec eux. Je pense que voilà, ça nous a permis d'avancer plus facilement. Le réseautage est important. Ok, super. Ouais. Et une toute dernière question très rapidement, parce que c'est quand même aussi ce qui fait la spécificité des démonstrateurs, c'est le côté réplicable et innovant. Est-ce que vous pouvez juste dire deux mots là-dessus sur comment vous imaginez ça? L'ambition que nous avons pour répondre aux défis de la production de tomates qui doit se relever, c'est de reproduire 5, 10, 15 fois ce modèle-là sur la zone de production de tomates. C'est-à-dire que les producteurs de tomates regroupés avec une CUMA, un GI2E et un GIE, je ne sais pas, une forme à définir, vont porter le méthaniseur et vont chaque fois cultiver un îlot de tomates autour du méthaniseur pour produire des légumineuses. Et ça, il faut qu'on le reproduise 10 ou 15 fois sur la zone de production de tomates pour arriver au volume. Et je crois que je voudrais quand même préciser qu'on est dans une dynamique parce que les entreprises de transformation ont pu s'inscrire dans la première démarche du plan de relance dès 2021 pour avancer. Il y a une volonté de relever le défi de cette production-là et on est à cheval. Une exploitation ne fait pas qu'une seule culture, donc il y a bien ce travail-là de plusieurs filières. Et la préoccupation énergétique, elle vient aussi parce que nos industriels ont des factures d'énergie très élevées et il faut qu'on voit de quelle façon demain, parce qu'on va décarboner, comment on peut arriver à améliorer les choses aussi, quoi. On est dans une stratégie de filière et une filière, il y a l'amont et l'aval et c'est ensemble qu'on relève le défi. Il faut partager la valeur ajoutée, il faut consolider tout ça. C'est bien tout ça qui nous anime, quoi. Et ça peut pas être une aventure, c'est pas une aventure seule. Et effectivement, comme l'a dit Robert, aujourd'hui, moi, de par ma position, président de l'interprofession d'un côté, président de chambre régionale et au bureau national, j'arrive à glaner quelques informations et à mettre en connexion un certain nombre de personnes qui ont adhéré au projet. Je tiens à saluer quand même l'engagement du préfet Relance, M. Julien Fraisse, dans le Vaucluse, qui m'a bien aidé à préparer, parce que caler une réunion le 23 août et mettre pratiquement tous les logos qui sont là, à 2 ou 3 sessions près, tout le monde était autour de la table le 23 août. Voilà, donc il faut user de
des relations, des moyens, de la motivation de toute cette équipe de relever ce défi et bien sûr du concours de l'administration, que ce soit en département, en région ou national. Moi, j'ai juste une question par rapport à M. Aurélien Delanoë. On a quand même une question qui n'est pas réglée pour l'instant, c'est que c'est bien la Chambre régionale qui est le porteur de projet, c'est bien la Chambre régionale qui est retenue, mais dans la phase d'investissement, il faudra qu'on trouve quand même une solution pour que les entreprises qui vont faire les investissements, que ce soit si c'est les agriculteurs qui portent le méthaniseur et si c'est des industriels qui portent une ou des morceaux de ligne pour transformer les produits, ce n'est pas la Chambre régionale, il faudra qu'on travaille là-dessus. Mais ça fait partie des points qui sont sur la table avec les autres démonstrateurs territoriaux portés par les chambres régionales d'agriculture en France. Il va bien falloir qu'on trouve une solution. André, il va falloir qu'on arrête. Enfin, soit Aurélien, tu as une réponse de 30 secondes, mais là, il faut qu'on avance. Voilà, mais bon, merci pour nous avoir permis de nous présenter et on va travailler pour relever le défi. Merci à vous pour votre présentation. Je vous propose que, enfin, Aurélien viendra vous répondre après. C'est pas pour squeezer pour le webinaire, c'est plutôt pour finir très tard. Donc, je laisse la main du coup à Magali Rouvière et merci à tous les deux. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a de nombreux dispositifs qui sont gérés au niveau national, mais pas que. Il existe aussi du coup un volet régionalisé de France 2030 et je laisse la parole à Bertha pour vous le présenter. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien, merci. Oui, donc France 2030 présente en effet donc, un volet dit régionalisé. Pourquoi régionalisé? Parce qu'il s'appuie sur un partenariat et une co-décision État-région. Donc, en effet, dans les 54 milliards du plan France 2030 sont inclus 20 milliards du PIA 4. Et ce PIA 4 a une enveloppe nationale de 500 millions d'euros qui est dédiée au volet régionalisé, donc pour toutes les régions de France et pour 5 ans. Donc, ce volet concerne des projets plus petits que ceux attendus au niveau des dispositifs nationaux. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc l'État a mis une enveloppe de 37 millions d'euros que la région a accepté d'abonder, donc à la même hauteur. Et on se retrouve donc avec un total de 74 millions d'euros pour la période 2021-2025. Cette enveloppe est actuellement déployée sur 3 axes. Elle mixe donc des subventions et des avances remboursables au travers de 3 appels à projets. Elles viennent en continuité du PIA 3. Non, tu peux rester sur la slide précédente, s'il te plaît. Voilà, donc l'opérateur pour ces 3 appels à projets est BPI France dans les 3 cas. Les décideurs, par contre, ce n'est pas BPI France, ce sont l'État et la région, au travers donc du service économique de l'État en région, dont Marc Revol, qui vous a fait l'introduction, est le chef de service. Et côté région sud, donc au travers notamment du service de développement des filières stratégiques, mais pas que. L'objectif de ce volet est de soutenir les entreprises et les porteurs de projets innovants qui, individuellement ou dans le cadre de programmes collaboratifs, ont besoin d'accéder à des sources de financement pour couvrir le risque inhérent à leurs projets de R&D et d'innovation. Il y a également un axe d'ingénierie de formation qui était prévu dans ce volet régionalisé, mais qui n'est pas activé pour l'instant en PACA. La planche suivante, s'il te plaît. Donc, sur cette planche sont présentés les 3 dispositifs. Donc, tout d'abord, le dispositif projet d'innovation qui a une enveloppe dédiée, donc du coup, en région de 33 millions d'euros. Donc, je rappelle que BPI est l'opérateur. Il s'agit ici de projets individuels qui s'adressent à des PME ou des ETI qui sont engagés dans une démarche de recherche, développement et innovation, mais ça peut être aussi de l'innovation non technologique, et qui a pour but donc de favoriser la croissance et la compétitivité de ces entreprises. 2 modalités d'intervention sont possibles, en subvention pour la phase de faisabilité et en avance remboursable sur la phase de développement ou de pré-industrialisation. L'assiette minimum éligible pour ces projets a été abaissée à 150 000 euros pour les PME, je crois qu'elle était de 200 000 euros lors du PIA 3 régionalisé, et le dispositif a été élargi aux ETI qui ont un projet avec une assiette éligible d'au moins 300 000 euros. Donc, en phase de faisabilité, ces projets ont une durée maximale de 18 mois. Les projets sélectionnés reçoivent une aide financière sous forme de subvention qui va se situer entre 75 000 et 200 000 euros maximum par projet, ce qui correspond à un taux maximum de 50% de l'assiette de dépenses éligibles pour une PME
et 25% maximum pour une ETI. Pour la phase de développement et de préindustrialisation, les projets seront maximum de 24 mois. Les projets sélectionnés recevront ici une aide financière sous forme d'avance récupérable. Donc là, il faut bien retenir ce point-là. Le montant peut aller de 75 000 à 500 000 euros maximum par projet. Encore une fois, un taux maximum de 50% pour l'assiette de dépenses éligibles pour une PME et 25% maximum pour une ETI. À noter que les startups et les spin-off peuvent bénéficier de ces aides s'ils répondent aux critères attendus au niveau régional. Donc, le détail de l'appel à projet est disponible donc en ligne sur le site de BPI. On passe donc au projet IDEMO régionalisé avant d'attaquer celui sur les filières. Le projet donc IDEMO régionalisé concerne des projets collaboratifs de recherche et développement avec une enveloppe dédiée de 23 millions d'euros en région. L'opérateur, donc toujours BPI, c'est le successeur du FUI et du PSPC région pour ceux qui l'ont connu. Il s'adresse à des consortiums qui rassemblent au minimum 2 partenaires industriels ou de services. Sur ces 2 partenaires industriels, l'un des 2 doit obligatoirement être une PME ou une ETI. Et il faut également un partenaire de recherche. L'intervention donc pour ce dispositif se fait en Provence-Alpes-Côte d'Azur uniquement sous forme de subventions. D'autres régions ont choisi de faire un mix subvention avance remboursable. Ici, ce ne sera que des subventions. Il y a une différenciation de fait entre des projets intra-régionaux, c'est-à-dire que tous les partenaires sont en PACA, et des projets interrégionaux, donc plusieurs régions sont concernées, avec des assiettes donc éligibles différentes. Pour les projets intra-régionaux, donc les assiettes iront de 500 000 euros à 4 millions d'euros maximum, et pour les projets interrégionaux, l'assiette minimum est de 1 million d'euros et donc jusqu'à 4 millions d'euros. Un bonus est accordé pour les projets qui sont, donc un bonus de 5%, est accordé pour les projets qui sont labellisés par un pôle de compétitivité. Les taux d'intervention dans ce cadre-ci donc vont de 25 à 55% selon la typologie de l'entreprise, si elle est TPE, PME ou ETI. Et les laboratoires de recherche peuvent bénéficier d'un taux de subvention pouvant aller jusqu'à 100% des coûts marginaux ou 50% des coûts complets. Il y a quelques subtilités à retenir pour le IDEMO régionalisé. Le chef de file du consortium doit être une entreprise. Et pour les projets intra-régionaux, donc tous les partenaires sont en PACA, le consortium ne doit pas excéder 3 partenaires financés pour les projets entre 500 000 euros et 1 million d'euros. Et il ne doit pas excéder 5 partenaires financés pour les projets au-delà de 1 million d'euros, avec toujours ce plafond de 4 millions d'euros. La phase de faisabilité ici n'est pas éligible. Le dispositif concerne les phases de recherche industrielle qui sont destinées à lever des verrous technologiques importants. Il y a également les phases de développement expérimental, donc des phases très aval, qui sont préalables à la mise sur le marché. Donc là aussi, tous les détails sont disponibles en ligne sur le site de BPI. Enfin, le 3e dispositif qui se nomme accompagnement et transformation de filières, avec une enveloppe dédiée de 18 millions d'euros en Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'opérateur toujours BPI. Les porteurs attendus donc peuvent être une entreprise, qui peut être une PME, une ETI, un grand groupe. Ça peut être aussi une structure fédérant plusieurs entreprises ou un organisme, un établissement de recherche, voire même une entité représentative des entreprises de la filière comme un pôle de compétitivité, une fédération professionnelle, une association. Le projet doit ici présenter un apport concret et déterminant à une filière stratégique régionale et donc un apport aussi à la structuration de cette filière, en bénéficiant notamment à plusieurs PME ou ETI issus de la filière. Et j'insiste sur ce point parce qu'il y a beaucoup de projets qui nous sont présentés au titre de ce dispositif transformation de filière qui en fait sont des projets individuels et qui du coup ne sont pas éligibles et automatiquement écartés. Donc, pour ce type de projet, il est attendu de fortes perspectives en termes d'activité et d'emploi industriel en France et bien sûr particulièrement en région. La labellisation par les pôles de compétitivité doit être faite lorsque la filière visée entre dans leur champ d'action. Donc, il y aura des filières qui n'auront pas de pôle en région. Au niveau financement, un autofinancement minimum de 30% est attendu et le modèle économique doit être viable au-delà de 3 ans.
c'est le vrai point dur de ce dispositif. En termes de modalités d'intervention, donc également un mix entre subventions et avances remboursables, une assiette minimale de 400 000 euros. Et les taux d'intervention donc peuvent aller jusqu'à maximum 50% de l'assiette de dépenses éligibles avec un plafond d'aide par projet de 5 millions d'euros, bien sûr pas au-delà, selon le régime d'aide qui a été activé. Pour essayer de présenter quelques exemples de projets, ce peut être des créations d'unités industrielles, des plateformes technologiques partagées. Ça peut être aussi la mise en commun de compétences techniques ou de la mise en commun d'outils collaboratifs. Donc, voilà pour la présentation des 3 projets. En termes d'instruction des dossiers, donc on voit que sur la slide précédente, toujours, on voit que ces 3 dispositifs donc, sont ouverts en continu. Donc, les dépôts des dossiers se font au fil de l'eau. Pour les projets d'innovation, il y a un comité de décision qui s'est réuni tous les mois. Donc, on essaye quand même entre le moment où le dossier est déposé et qu'il a été déclaré complet et éligible et le moment où la décision est prise hein, pour le conventionnement, on essaye qu'un maximum de 3 mois se soit écoulé. Le dispositif IDEMO régionalisé, lui, présente 2 relèves par an, donc en avril et en octobre. Hein, la prochaine sera le 25 octobre. Et il y a donc un comité de décision par semestre. Et en ce qui concerne la structuration de filières, également 2 relèves qui, elles, sont en mars et septembre, avec un comité de décision par semestre également. Donc, sur la dernière slide, donc du coup, nous vous avons mis les contacts côté État comme côté région Sud, et également le site en ligne de BPI sur lequel vous pouvez déposer vos dossiers, mais également récupérer les appels à projets complets. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Bertha. Du coup, comme on a fait pour les dispositifs nationaux, je vous propose le témoignage d'un lauréat du PIA 4 régionalisé, le volet innovation, pour qu'on puisse vous faire part de son expérience. Et donc, du coup, je laisse la parole à Capucine Maliard, qui est responsable performance, semences et qualité chez Gauthier Semences. Du coup, Capucine, je te propose de présenter ton entreprise et ton projet avant qu'on puisse faire, pareil, tout à l'heure, un petit échange de questions. On a une dizaine de minutes. Merci. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien pour commencer? Pas de souci. Très bien, bonjour à tous. Donc, rapidement, du coup, notre entreprise, donc Gauthier Semences, peut-être c'est la slide d'avant, voilà, merci. Donc, c'est une entreprise française, familiale et indépendante. Nous sommes spécialisés dans les semences potagères, donc c'est-à-dire tous les légumes depuis plus de 70 ans. Et nous travaillons tous les métiers de la semence, c'est-à-dire que ça commence au niveau de la sélection variétale, on choisit, on trouve les nouvelles variétés, puis il y a la multiplication des semences et ça va jusqu'à la commercialisation à nos clients agriculteurs. Un de nos axes de développement majeur est vraiment de sélectionner et de produire des variétés qui ont un bon goût et qui sont vraiment et qui apportent une grande diversité au niveau du marché. Et une des spécificités de notre entreprise va être en fait de beaucoup investir en recherche et développement, puisqu'en effet, ça va être entre 15 et 20% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti tous les ans dans la partie R&D. Pour vous donner une idée, c'est environ 40% de notre effectif global, sachant qu'on est une PME de 150 personnes environ, donc environ 40% de l'effectif qui travaille dans les équipes de recherche ou de développement. Donc maintenant, si on en vient à notre projet, le projet qu'on a déposé donc, et qui a été retenu. Donc ce projet s'appelle Semions et son objectif principal va être en fait de mettre au point une technologie pour désinfecter nos semences. Donc c'est vraiment une technologie innovante, nouvelle qu'on est en train de tester. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler là-dessus? C'est parce qu'en fait, on est vraiment dans un contexte de risque sanitaire important au niveau des semences, puisqu'en fait, il y a vraiment une circulation importante des semences au niveau mondial entre leur lieu de production et les endroits où on va les vendre. Et comme vous le savez, avec le réchauffement climatique, voilà, ça rajoute des problèmes sanitaires. Et les semences étant le premier maillon de la chaîne, elles pourraient être porteuses de maladies. Donc, il faut qu'on soit hyper vigilant à ce niveau-là.
Un autre élément de contexte qui est assez connu, c'est l'élimination progressive des produits phytosanitaires, aussi bien pour le côté santé humaine que pour le côté respect de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est pris en compte de manière importante dans l'entreprise, puisqu'on a vraiment un projet RSE à part entière. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus technique qui nous concerne, nous, semenciers, aujourd'hui, en fait, on n'a pas facilement accessible de solutions de désinfection qui soient 100% efficaces contre tous les pathogènes et qui soient en même temps neutres d'un point de vue environnemental. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. C'est un objectif qui est important pour nous depuis des années et qui va le rester. Et puis enfin, on a eu la chance, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, mais d'être en contact avec des partenaires, des chercheurs, voilà, qui nous proposent certaines solutions. Et c'est lors d'une de ces rencontres qu'on a vu émerger en fait une technologie vraiment hyper innovante qui n'est pas du tout utilisée aujourd'hui ni pour les semences ni même dans le monde agricole. Et en réfléchissant avec ce partenaire, on a réfléchi et on s'est dit que ça pouvait potentiellement être une technologie qu'on pourrait appliquer sur les graines pour désinfecter donc nos semences potagères à la fois de manière préventive, c'est-à-dire de manière générale avant de les vendre, ou bien de manière curative si on a des graines qui sont contaminées par des virus, des pathogènes ou des bactéries. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de solution, donc ces semences sont détruites, elles sont vraiment perdues, elles ne peuvent pas être commercialisées. Et du coup, avec cette technologie, potentiellement, on pourrait les désinfecter et éviter de les mettre à la poubelle et d'avoir des indisponibilités ou pire, de livrer des graines contaminées à nos agriculteurs, ce qui aurait des conséquences vraiment dramatiques pour eux, puisque derrière, c'est toute leur culture qui peut être mise en péril. Donc, du coup, vous en avez déjà dit beaucoup, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine de votre projet et qu'est-ce qui vous a amené à déposer sur le guichet donc, du PIA 4 régionalisé? Oui, alors du coup, comme je vous l'ai un petit peu dit, c'est vrai que c'est des enjeux, ces enjeux sanitaires et écologiques, ils sont assez généraux pour la filière agricole. C'est pas seulement quelque chose pour les semenciers, mais c'est vrai que pour nous, étant un des premiers maillons de la chaîne au niveau de l'agriculture, on a vraiment une responsabilité de fournir des graines saines et indemnes à nos clients. Et en parallèle de ça, ce qui complique un petit peu la tâche, c'est le fait qu'on a moins de produits phyto, moins de solutions. Donc, il faut qu'on trouve des alternatives. Et donc, dans nos recherches, dans notre travail au quotidien, on a identifié donc une nouvelle technologie assez prometteuse, mais sur laquelle il n'y a pas beaucoup de connaissances, il n'y en a même pas au niveau agricole. Donc, il y a tout à tester, tout à tester pour vérifier si vraiment il y a un intérêt. Donc, c'est ce qui en fait un projet très innovant, mais aussi assez risqué. Donc voilà, d'où l'intérêt, d'où le fait qu'on a un petit peu hésité à se lancer parce que c'était vraiment intéressant, mais on savait que ça allait prendre beaucoup de temps, beaucoup de vérifications scientifiques. Si scientifiquement ça marche derrière au niveau industriel, il faut aussi qu'on soit capable de l'intégrer dans notre usine, dans nos process existants pour que ça fonctionne à long terme. Et puis même derrière commercialement, comment est-ce qu'on va le valoriser? Il y a pas mal d'enjeux. Donc, en fait, on a discuté avec notre contact du pôle de compétitivité Innovalliance, puisqu'en fait, on travaille régulièrement avec ce pôle de compétitivité pour échanger. On a déjà eu d'autres projets avec eux. Et en fait, c'est notre contact, quand on leur a parlé de ce projet intéressant mais risqué à la fois, qui nous a dit qu'elle trouvait que c'était un projet vraiment intéressant et que d'après elle, ça valait le coup qu'on contacte donc la BPI pour voir si on pourrait pas justement répondre à un de ces appels à projets. Donc à ce moment-là, on n'avait pas encore honnêtement identifié le pays. C'est intéressant, il y a vraiment eu pas mal d'échanges. On a les objectifs, le contexte, le projet, ses risques, mais aussi potentiellement les enjeux stratégiques. Et donc, au fur et à mesure de la réunion, c'est la BPI qui nous a orientés, qui nous a conseillé en fait pour aller vers ce projet, donc PIA 4, sur la partie projet d'innovation, vraiment régionalisé, puisqu'a priori, on cochait pas mal de cases pouvant répondre. Donc voilà, c'est le moment où on s'est décidé. Et donc à partir de là,
ça s'est fait relativement vite, puisqu'en fait, ce nouvel appel à projet PIA 4 régionalisé s'était ouvert assez récemment, hein, comme on l'a vu, c'était assez nouveau. Et donc, un conseil de la BPI était d'essayer de répondre assez rapidement, puisque voilà, il risquait d'y avoir pas mal d'entreprises intéressées. Donc, on s'est lancé dans ce projet. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous avez été accompagné dans votre démarche et les difficultés que vous avez pu rencontrer au montage, notamment du dossier? Oui, du coup, une fois que voilà, ça a été clair que c'était l'appel à projet PIA 4 régionalisé partie innovation. Donc, assez rapidement, la BPI en fait, nous a envoyé tous les documents qu'il allait falloir remplir. Vraiment, on a des trames, hein, c'est très bien fait, c'est clair, c'est complet. On a tout de suite dessus donc le type de document. Donc, ça va par exemple, bien sûr, d'une description détaillée du projet avec les retombées économiques que ça pourrait avoir, les enjeux stratégiques, une description de l'entreprise, mais ça va aussi par des annexes financières, ce genre de documents. Donc, c'était assez clair, mais là, on s'est rendu compte que c'était quand même voilà, un dossier qui allait être un peu, enfin, pas tant complexe, mais surtout qui allait nous prendre du temps, en fait, ce qu'on n'avait pas forcément, nous, anticipé. Donc, c'est là où on s'est rapproché aussi de notre contact d'Innovalliance, qui nous a dit qu'en fait, elle pouvait nous proposer une prestation d'accompagnement, notamment pour la partie rédaction, parce qu'en fait, les idées, les données, on les a, mais être capable de le rédiger sous la bonne forme, mettre en avant les bons éléments. Là, c'est vrai que c'était vraiment très utile d'avoir l'aide de notre contact d'Innovalliance qui, du coup, voilà, nous a proposé une prestation. On avait estimé, je crois, 1 jour ou 1 jour et demi d'aide de sa part. Donc, en fait, c'était des réunions avec elle pour qu'elle nous dise vraiment sur quelle partie il fallait qu'on développe davantage nos arguments, sur quelle partie, par contre, voilà, un petit schéma serait suffisant. Elle nous a aidé donc à bien remplir toutes les annexes. Et puis, une option qu'on a prise, hein, parce que c'est pas du tout obligatoire, ça a été de faire labelliser notre projet auprès de ce même pôle de compétitivité. Donc, l'intérêt, en fait, qu'on a vu, parce que du coup, c'était quand même un petit dossier de plus à déposer et une présentation en plus, mais en soi, c'était pas un travail en doublon, puisque ce travail qu'on avait fait pour la labellisation, ça a servi derrière au dépôt de projet officiel. Donc, l'intérêt de faire cette labellisation, c'est que du coup, on a eu une première réunion avec des experts de ce pôle de compétitivité qui ont pu nous poser des questions, nous faire des remarques, nous demander des précisions. Donc, on a pu, du coup, grâce à leur retour, modifier un petit peu ce qu'on avait déjà pré-rédigé. On s'est aperçu notamment que sur la partie retombées financières, qu'elles allaient être voilà, à moyen ou long terme, si le projet était une réussite, en fait, qu'est-ce que ça allait pouvoir amener à nous et potentiellement à la filière. Donc voilà, ils nous ont vraiment demandé d'être un peu plus complet sur cette partie-là qui avait été un petit peu light. Donc voilà, ça, on a trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. Donc voilà, on le conseille. Et si on dépose un autre projet, je pense qu'on refera la même chose. Et puis une autre partie, c'était que, a priori, voilà, le fait d'être labellisé, de pouvoir mettre le tampon labellisé Innovalliance, c'est quand même un plus au niveau des financeurs derrière, puisque ça veut dire que le projet a déjà quand même été vu par des experts, il a été remis en question, etc. Donc voilà, ça apporte un plus et a priori, ça aide quand même pas mal pour valider le projet. Et donc, une fois que cette labellisation a été réussie, qu'on avait notre petit tampon, derrière, on a fini de rédiger le dossier. Et là, vraiment, ce qu'on a apprécié, c'était quand même les nombreux échanges avec la BPI, puisque voilà, c'était pas on dépose le dossier en une fois, c'est fini, et puis s'il nous manque quelque chose, c'est terminé, loupé pour nous. On a vraiment pu échanger avec notre contact. On avait quelques questions sur des annexes financières ou des choses comme ça. On a pu échanger. Donc ça, c'était intéressant. Voilà, on s'est senti accompagné, hein, on n'était pas laissé de notre côté. Et ce qu'on a pu faire également, ce qui nous a été proposé par la BPI, ça nous a été recommandé, c'était une réunion en fait en amont du dépôt de projet, une réunion avec l'ensemble des financeurs. Donc, ils n'ont pas pu venir sur notre site, mais on avait fait une petite réunion Teams où c'est pareil, on a pu voilà, expliquer, c'est plus facile aussi à l'oral, mais vraiment pourquoi on trouvait que ce projet était vraiment pertinent, innovant, tout ce qui pouvait potentiellement nous amener.
même s'il y avait beaucoup d'incertitudes et beaucoup de risques et qu'on ne peut pas du tout garantir aujourd'hui voilà, que ça va être une réussite. Mais voilà, on a pu vraiment justifier de l'intérêt stratégique dans le contexte actuel, encore une fois, de risques sanitaires, diminution des produits phyto, etc. Et donc, je pense que ça a vraiment aidé, puisqu'à l'issue de cette réunion, on s'est dit, bon, ben, on a eu l'impression que ça avait intéressé les financeurs. Donc, voilà, on était plutôt rassurés. Et puis derrière, ça a été relativement rapide. Je crois qu'en 2 mois, on a eu la réponse pour nous dire que le projet était retenu. Donc ça, c'est vrai qu'on a trouvé que ça s'était passé. Enfin, le tout a été assez rapide entre le moment où on a décidé de partir pour ce projet-là et le moment où on a eu la réponse et la subvention. Pareil, qui a été versée très rapidement. Honnêtement, en tout, il y a dû y avoir 6 mois. Donc c'est vrai que c'est quand même assez rapide pour un projet de cette ampleur. C'était une bonne surprise. Merci. Alors, on est un peu pris par le temps, donc du coup, on va peut-être zapper la dernière question juste rapidement, en 2 mots. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence pour que vous soyez retenu? En 2 mots, parce qu'on est un peu en retard. Alors, en 2 mots, je pense qu'il y a peut-être l'entreprise d'une part, qui est une PME française, indépendante, vraiment indépendante et même locale, qui ne délocalise pas du tout ni son usine, ni ses laboratoires, etc. Et l'autre partie, c'est le projet lui-même, qui est vraiment, je pense, très innovant. Là, pour le coup, ça rentrait parfaitement dans l'appel à projet. Risqué, c'est souvent la contrepartie quand c'est très innovant. Et qui va nous permettre, vraiment, s'il réussit, c'est vraiment une aide pour que notre entreprise reste indépendante et elle va nous aider à progresser, notamment sur les marchés du bio en France et à l'international. Voilà, je pense que voilà, ce côté est hyper innovant, à mon avis. Merci beaucoup, Capucine, merci beaucoup. Du coup, vous venez grâce aux 2 témoignages qu'on vient d'avoir, on peut constater en fait qu'il est important pour vous, porteurs de projet, en fait, de vous faire accompagner dans les différentes étapes de votre projet. Et du coup, on va passer maintenant en fait à ce que la région PACA propose en termes d'accompagnement des entreprises, alors que ce soit via le pôle, comme vient de le dire Capucine, via le pôle Innovalliance, ou via l'agence d'attractivité et de développement économique de la région, Rising Sud. Mais avant, avec Mireille Pile de la région Sud, nous allons vous présenter et vous expliquer l'expérimentation qui est mise en place en PACA dans le cadre de France 2030. Alors, pourquoi cette expérimentation? Il se trouve qu'au dernier trimestre 2022, la région PACA était placée en 7e position en termes de financement France 2030, ce qui en fait ne reflétait pas le potentiel de la région, qui dispose quand même d'un nombre important d'acteurs émergents et de projets d'innovation. Donc, il a été décidé conjointement avec la région Sud de mener une expérimentation pour identifier et accompagner le plus de projets, avoir plus de lauréats et maximiser en fait les chances des porteurs d'obtenir des financements aux différents appels à projets nationaux. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, la région, au bilan d'avril 2023, se place désormais en 4e position. Donc, ce qui est bien, mais on peut encore mieux faire. Donc, c'est à nous de vous accompagner au mieux. Et pour cela, en fait, les 3 maîtres mots qui, dans la mobilisation collective qui est mise en place, alors avec l'État, la région Sud, le pôle Innovalliance et Rising Sud, alors ces 3 mots se sont identifiés, les porteurs de projets et les bons projets, orientés vers les bons appels à projets, et en fait accompagner aussi les porteurs pour qu'ils améliorent la qualité de leur dossier et pour vous préparer aussi au mieux aux exigences du jury qui sont quand même complexes. Et puis aussi, voilà, comme vous venez de le voir, il y a énormément d'appels à projets. Donc, c'est en fait cette expérimentation est mise en place pour vous faciliter la tâche. Donc, il faut savoir en fait qu'il y a trois volets dans cette expérimentation. Alors, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt au volet développement industriel des entreprises. Mais sachez qu'il existe aussi une expérimentation sur le volet formation
qui est plutôt centré sur l'AMI, compétences et métiers d'avenir, qui vous a été expliqué tout à l'heure. Et il existe aussi une expérimentation sur la thématique recherche et enseignement supérieur, qui, elle, est surtout centrée en fait sur les appels à projets académiques. Donc, toutes ces expérimentations, comme vous le voyez, ont un copilotage État-région. Et pour le volet donc, développement industriel des entreprises, en fait, la démarche, elle est simple. Il s'agit tout simplement d'un dépôt d'une courte pré-candidature sur la plateforme Démarche simplifiée. En fait, il ne s'agit pas de vous faire perdre du temps, mais au contraire, c'est fait pour vous en faire gagner. En fait, c'est un formulaire qui se remplit en une dizaine de minutes. Vous avez quelques cases à remplir, vous joignez un recto verso en fait, de présentation de votre projet. Et à partir de ce moment-là, en fait, une fois que vous avez déposé votre projet, c'est une cellule thématique qui va étudier votre projet. Alors, en l'occurrence, pour notre thématique, la thématique qui nous intéresse, c'est une cellule qui est composée de la DREF, de la DRAF, de la région Sud et du pôle de compétitivité. Ils vont étudier votre dossier et en fait, vous allez obtenir dans un délai maximum de 15 jours après votre dépôt, une réponse. Alors en fait, 3 cas de figure. Soit votre projet, tout autant intéressant qu'il soit, ne présente pas un intérêt pour France 2030, c'est-à-dire il ne correspond pas aux différents critères d'éligibilité qui sont assez stricts. Marc Rebold nous a expliqué tout à l'heure. Donc en fait, il n'y a pas d'accompagnement possible et on vous déconseille pour du coup, alors là, pas perdre de temps, de ne pas déposer de dossier sur un appel à projet national. Deuxième cas de figure, en fait, votre projet présente un intérêt France 2030, mais à ce jour, il n'y a pas d'appel à projet identifié encore qui peut correspondre à votre projet. Donc, du coup, nous, on reste en veille, on est à l'affût de l'appel à projet qui pourrait vous correspondre et aussi, il y a cette possibilité de vous orienter vers un autre dispositif. Alors là, pour le coup, plutôt un dispositif régional. Et enfin, troisième cas de figure, alors là, votre projet présente un intérêt France 2030 et en plus, il y a vraiment un appel à projet national France 2030 qui est bien clairement identifié. Donc, à ce moment-là, vous avez la possibilité de vous faire accompagner. Je vais laisser la parole à Mireille Pile pour vous expliquer un petit peu cet accompagnement. Mais avant, je voulais vous dire quand même qu'il s'agit d'une expérimentation. C'est un processus qui est optionnel. Ce n'est pas un prérequis pour candidater, c'est une proposition qu'on vous fait pour vous faciliter la tâche. Mais voilà, sachez qu'en fait, même si éventuellement on a déconseillé votre candidature, vous êtes tout à fait en droit de candidater quand même. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc c'est une expérimentation et que donc ça ne garantit pas forcément un résultat favorable à coup sûr, un succès automatique. Voilà. Il faut quand même avoir ça en tête. C'est vraiment pour vous faciliter la tâche dans la complexité de France 2030. Mireille, je te laisse la parole. Merci Magali. Donc, je vous demande dans un premier temps de bien vouloir excuser ma caméra qui est malheureusement à HS. Et pour compléter cette présentation, pour vous faciliter la tâche pour le dépôt de vos projets, je vais poursuivre dans la présentation de l'aide et de l'accompagnement qui peut vous être proposé sur les projets qui répondent bien évidemment, comme ça a été dit en introduction par Marc Rebold, qui répondent vraiment aux critères des appels à projets du plan France 2030. Et ces projets doivent être tout particulièrement innovants. Cela a été dit à plusieurs reprises et je me permets donc de réinsister sur ces critères. Donc, ces projets sont nécessairement risqués puisqu'on demande une innovation particulière et nécessairement ambitieux. Donc, ces projets doivent être déposés sur la plateforme comme cela vient de vous être présenté. Et je me permets de réinsister sur le fait que ce questionnaire est très facile à renseigner et effectivement, comme le disait ma collègue, ça n'excédera pas pour vous plus de 10 minutes. Donc,
vous pourrez être accompagné par un plateau d'ingénierie qui est proposé donc par l'État et la région et qui vient en complémentarité et en subsidiarité de l'intervention des pôles, dont la liste pour l'ensemble des OIR et l'ensemble des appels à projets du plan France 2030 est présentée sur la gauche de votre écran. En tout cas, pour la thématique d'aujourd'hui, celui qui nous intéresse tout particulièrement est le pôle Innovalliance qui prendra la parole juste à la suite de cette présentation. Donc, les pôles doivent intervenir plutôt sur le volet, sur la caractérisation de l'innovation technologique du projet, sur le positionnement stratégique du projet, sur son suivi et bien évidemment sur l'évaluation globale de la candidature. L'autre piste qui vous est proposée, c'est au travers d'une plateforme qui est constituée de Rising Sud, qui est l'agence régionale de développement et d'attractivité de la région, avec le plateau d'ingénierie qui est représenté par le bureau d'études EY. Et ce plateau et l'intervention de Rising vous sera présenté en dernier lieu dans le cadre de ce webinaire par Grégory Varagnol. Donc, Rising et son plateau d'ingénierie financière doivent plutôt intervenir, eux, sur le business plan, sur la structuration juridique et sur la gouvernance. Donc, vous avez deux types d'accompagnement qui est possible. Et donc, pour vos projets, donc soit le projet est accepté dans le cadre de la compétence du pôle et en l'occurrence par Innovalliance, soit le projet est accepté par le pôle, mais ne peut pas complètement répondre au projet dans sa globalité, mais surtout à certains points, comme je le disais tout à l'heure, business plan, structuration juridique et gouvernance. Et à ce moment-là, l'accompagnement se fait collectivement entre le pôle et la région, au travers aussi du plateau d'ingénierie EY. Soit le dernier scénario, c'est que le projet n'est pas accepté par le pôle et à ce moment-là, s'il correspond à l'ensemble des critères, il est accompagné dans le cadre de ce qu'on vient de présenter avec l'intervention de Rising Sud et du plateau d'ingénierie financière. Donc, pour finir, je vais passer la parole dans un premier temps au pôle Innovalliance avec Arnaud Heumann, qui est chargé de l'innovation et qui a 10 minutes, on est toujours dans le mauvais rôle quand on rappelle la temporalité, mais qui a 10 minutes maximum pour présenter ce que peut proposer Innovalliance et présenter le pôle en tant que tel. Arnaud? Oui, merci. Vous m'entendez bien, c'est bon? C'est parfait. Ok. Tout d'abord, je voulais rebondir un petit peu sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, nous sommes ravis effectivement d'être partenaires sur le projet Tomates et également grand merci donc, à Capucine de Gauthier Semences pour ce beau témoignage. Donc, moi, je suis Arnaud Heumann, donc chargé de mission innovation au sein du pôle Innovalliance. Je suis basé à Avignon. Donc, je vais vous faire un rappel pour certains et en tout cas peut-être une découverte pour d'autres sur ce qu'est le pôle Innovalliance. Et enfin, je vous parlerai effectivement plus concrètement de l'accompagnement qu'on propose dans le cadre des projets d'innovation. Donc, nos missions en quelques mots, ça va être de réunir les acteurs filières. Vous ont présenté ici, donc agri-agro, ingrédients santé, cosmétiques, arômes et parfums, et donc de créer des synergies. Ça peut paraître beaucoup de filières, mais quand on parle de valorisation de coproduits ou de déchets, ça a tout son sens. Donc, le positionnement du pôle, c'est le végétal et la naturalité, c'est-à-dire accompagner la transition écologique et technologique de l'agriculture au service de ces 4 filières. Donc là, ce qui vous est représenté, c'est les marchés que nous adressons en fonction de ces filières, donc alimentation et boissons, compléments alimentaires, ingrédients santé, cosmétiques, arômes et parfums. Donc, nous intervenons effectivement sur le gros quart sud-est de la France. Donc, nous avons une antenne à Avignon, une antenne à Grasse et également une autre antenne à Lyon.
Et donc, notre réseau est composé d'entreprises filières, d'établissements de formation, d'offres de solutions technologiques ou encore de centres techniques ou de laboratoires de recherche. Je vais passer rapidement sur cette diapositive. Et voilà, on a un écosystème qui est actif donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de l'amont, sur la production des matières premières, jusqu'à l'aval, sur la distribution. Et on va retrouver dans ce réseau des acteurs filières donc, qui vous sont détaillés ou encore des offreurs de solutions. C'est ce qui fait la force du réseau. Voici quelques exemples en fait d'adhérents. Donc c'est une liste non exhaustive, pardon. Donc l'idée effectivement, c'est de favoriser le lien entre entreprise, recherche et formation sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, sur un webinaire AgriAgro, vous allez retrouver Gauthier Selance dans la liste de nos adhérents. Notamment, il y a le groupe Perret. Sur les premières transformations, on va trouver notamment Prova ou Simrise. Sur les deuxièmes transformations, quelques acteurs comme Yoplait, Panzani ou encore McCormick, et des offres de solutions type Phytocontrol, laboratoire d'analyse. Et au niveau des établissements de formation, on va trouver par exemple ce qui a rejoint l'écosystème il n'y a pas longtemps, l'université d'Aix-Marseille. Même si on avait des liens forts qui datent, ils sont adhérents depuis cette année. Alors, au niveau des services du pôle, donc je ne vais pas vous les détailler aujourd'hui. Vous pouvez remettre la slide d'après, s'il vous plaît. Donc, voilà, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des services. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un focus sur l'accompagnement à l'innovation. Et effectivement, dans le cadre de France 2030, notamment, vous expliquer la valeur ajoutée du pôle, pourquoi passer par nous. Voilà, notamment, il y a eu un beau témoignage de Capucine avec Gauthier Semence. Donc, en fait, on va intervenir de façon, on va dire, sur mesure. Donc, il y a des sociétés, il y a des entreprises qui sont habituées à faire de l'innovation, à monter des projets. Par contre, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout habitués et d'autres qui n'ont même pas d'idées. Donc, sur l'amont, on va accompagner en fait, les porteurs à faire émerger des idées. Donc, ça peut être au travers de nos différents types d'animation, de webinaires, monter des groupes d'émergence de projets. Ça peut être par la réalisation d'études d'opportunité. Donc là, typiquement, ça peut être sur mesure, ça peut être de l'étude flash marché. Donc, on a un collègue qui est dédié, qui est chargé d'études éveil, c'est une formation d'intelligence économique, faire aussi des analyses bibliographiques. Voilà, c'est du sur mesure. Sur le volet construction de projet, donc là, on va faire encore une fois de l'accompagnement sur mesure. Certaines personnes viennent nous voir, ont déjà un projet identifié, cherchent des partenaires. Donc là, nous, on est là en tant qu'entremetteur. Donc même ça peut être fait de façon confidentielle. Donc l'entité nous explique son projet. On va aller sonder de façon confidentielle le réseau et puis on va mettre en relation quand ça matche bien. On va jusqu'à la rédaction des dossiers de financement. Donc ça passe évidemment par le fléchage ou alors du coaching. Donc vraiment, on s'adapte. Tout à l'heure, ça a été signalé par Gauthier. Des fois, ils ont une capacité interne, mais pas le temps. Donc c'est aussi un levier. C'est quand vous n'avez pas le temps, pas hésiter à nous contacter. Sur le volet labellisation, ça a été largement évoqué tout à l'heure. Donc effectivement, même si les dispositifs, dans certains cas, la labellisation n'est pas obligatoire, elle est quand même conseillée. Outre le tampon officiel qui fait foi sur la validité du projet, en tout cas qui a été expertisé par les membres. L'idée aussi, c'est de faciliter et d'augmenter vos chances de réussite en déposant un dossier qui est le plus complet possible. Et pour vous expliquer concrètement une commission de labellisation, comment ça fonctionne, donc en fait, on a des experts, donc ça peut être des chercheurs, ça peut être des interpros, la chambre agri par exemple, des entreprises qui sont adaptées en fonction de la typologie du projet. Il n'y a pas de conflit d'intérêt dans le sens où en amont, on vous envoie la liste en fait, des experts mobilisables et si vous voulez en récuser, il n'y a aucun souci. C'est assez transparent là-dessus. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir des conseils, d'avoir un espèce de comité conseil pour maximiser vos chances de réussite et peut-être aussi voir un peu plus loin dans le cadre de vos projets. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, comment on fonctionne
il y a tout un tas de questions à se poser. Donc, voilà, c'est les principales que je vous ai mises ici. Donc, pour flécher, on va dire, un dispositif de financement, bon, déjà, qui porte le projet? Est-ce qu'on est une start-up? Est-ce qu'on est une PME, une ETI? Quel type de partenariat? Donc, si dans votre projet, il y a de la sous-traitance ou pas, s'il y a un laboratoire, on va par exemple privilégier un autre dispositif type IDEMO. D'ailleurs, ça me fait penser sur la labellisation que dans certains cas, ça ouvre aussi le droit à un taux de bonification du taux d'aide, sauf erreur en IDEMO, pas de cas, donc ça ouvre 5% en plus. Voilà, donc c'est aussi intéressant d'un point de vue de ce point de vue-là. Donc, évaluer aussi l'impact, quels sont les objectifs, s'il y a un impact sur le développement durable et où en est votre projet. Donc, on ne va pas flécher un même dispositif si on est sur une preuve de concept ou si on est sur un démonstrateur. Donc, voilà, toutes ces petites questions à se poser, donc sur les fonds propres, sur le budget et aussi sur les délais, hein, parce que si votre projet c'est pour demain, donc, en fonction des relèves, en fonction du temps d'instruction, voilà, il va falloir aussi calibrer tout ça. Donc, le message aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous, on est là pour vous guider dans tous ces dispositifs France 2030. On a ce rôle de facilitateur, on va dire d'entremetteur aussi, d'intermédiaire, donc avec les financeurs. Et d'un point de vue plus large, vraiment voilà, du conseil en ingénierie de projet, et de financement de l'innovation. Voilà, donc, je vais finir sur quelques chiffres voilà, pour vous montrer un petit peu l'expertise, on va dire, du pôle, hein, qui a une quinzaine d'années maintenant, voilà, avec les détails que vous avez devant les yeux. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention et vous avez mes coordonnées si vous avez des questions diverses et variées. Merci. Merci beaucoup, Arnaud. Et maintenant, comme ça a été annoncé tout à l'heure, on va laisser la parole à Grégory Varagnol, qui est directeur des filières et des territoires à l'Agence régionale de développement économique et d'attractivité, qui est Rising Sud. Grégory, il te reste 10 minutes. 9 minutes même, ça va tenir. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Merci. Donc comme ça a été présenté par Mireille et par Bertha notamment, nous l'accompagnement, l'offre d'accompagnement qu'on propose, elle est évidemment complémentaire avec celle qui vient d'être présentée par Innovalliance. Elle est peut-être située, si on doit rapidement définir une complémentarité, un peu plus en aval, c'est-à-dire moins sur l'innovation, notamment toute l'approche TRL et tout ce qui a été présenté, et un peu plus sur le plan de financement en remontant un petit peu avant jusqu'au modèle économique. Pourquoi on appelle ça un plateau? Parce que la particularité, c'est que depuis le début, ce qu'on fait sur les projets OIR, c'est-à-dire les projets importants pour les filières d'excellence de la région, c'est mobiliser une équipe experte qui soit à la fois constituée de personnes internes, mais aussi externes. C'est pour ça qu'on a cette possibilité d'avoir des binômes, à la fois pour répondre à la particularité et spécificité. En plus, nous, on intervient de manière générique, on va dire, sur les 8 filières. Donc, on peut avoir des sujets assez larges et en même temps très profonds, c'est-à-dire très complexes. Et donc, il faut qu'on puisse jouer sur cette capacité à avoir expertise, métier et filière. Ce qui est important dans ce qu'on dit au-delà de cette organisation, c'est rappeler évidemment qu'on est là pour accompagner en priorité les projets qui rentrent dans le cadre de France 2030 et donc qui ont un appel à projets ciblés, qui sont, comme ça a été rappelé tout à l'heure, plutôt nativement des candidats en phase avec cet appel à projet et que nous, on va aider à consolider. Donc, il faut le plus possible que le projet soit déposé sur la plateforme Démarche Simplifiée, qu'il cible un appel à projet France 2030, que les cellules thématiques, comme ça a été présenté tout à l'heure dans l'organisation, nous flèchent bien le projet. C'est dans le serpent ici, c'est la partie verte que vous voyez au début. Et qu'ensuite, les représentants État-région instruisent l'opportunité de nous mobiliser. Une fois qu'on a cette validation, c'est là un petit jeu tripartite qui est engagé entre vous, porteurs de projet,
nous qui sondons votre besoin et construisons face à ce besoin un plan d'action. Et puis après, je vais expliquer quel type de plan d'action on peut construire. Et ensuite, évidemment, les financeurs de cet accompagnement, c'est-à-dire l'État et la région, qui doivent bien confirmer voilà, que notre intervention est pertinente. Ensuite, on déroule tout l'accompagnement qui porte sur 4 grandes thématiques. Comme je le disais tout à l'heure, alors le positionnement stratégique un petit peu moins techno que le pôle, comme je le disais, mais plus vraiment le rapport entre l'appel à projet et la candidature, on va dire, commençons par le début, l'offre de service, les hypothèses économiques qui nourrissent cette offre de service et le modèle économique derrière, allant jusqu'au plan de financement, à la structuration financière du projet. On va dire ces 2 blocs-là étant un petit peu le barycentre de nos interventions. Et le troisième, c'est la structuration juridique et la gouvernance, c'est s'assurer à la fois qu'on propose quelque chose qui rentre en phase avec ce qui est attendu par l'appel à projet, et aussi, et presque surtout, j'aimerais dire, qui assure la bonne suite du projet une fois qu'il a été financé, c'est-à-dire la vie du projet, notamment quand on parle de projet collectif, parce que ça a été mentionné tout à l'heure. Si on passe au slide suivant, on peut peut-être donner, merci beaucoup, quelques voilà, minimum, quelques précisions là-dessus. On a essayé de faire, comme vous le voyez, une offre la plus adaptable et la plus modulable possible, à la fois pour répondre aux spécificités de chaque appel à projet, de chaque porteur et de chaque niveau de maturité de chacun des projets. Peut-être ce qui est important là-dedans, bon, rappeler que c'est évidemment c'est écrit partout parce que c'est important, validé par l'État et la région parce que ils cofinancent ces interventions, ils financent ces interventions, qu'un même work package peut être activé plusieurs fois si le sujet le justifie, notamment si on prend l'exemple de projets collectifs où la question de la gouvernance, elle peut prendre beaucoup plus de temps, par exemple. Que en dessous de 5 jours minimum d'intervention, voilà, peut-être qu'on va dire le coût global de administratif et de gestion est peut-être pas suffisant, donc on se dit qu'en dessous de 5 jours, c'est peut-être pas justifié que l'on intervienne. Avec, si je dois le résumer, le bloc, on va dire bleu qui va de A à E, c'est tout ce qui va concerner la caractérisation du projet vis-à-vis de l'appel à projet, son positionnement sur le marché pour être sûr qu'on parle de développement économique, d'entreprise, qu'il y ait bien un marché en face, potentiellement appuyer sur le côté impact environnemental si c'est un attendu particulier de l'appel à projet, c'est souvent le cas. Possiblement construire une feuille de route si on se dit qu'on est un peu trop amont finalement de l'appel à projet, construire la feuille de route qui amène à la maturité pour y répondre. Sur la droite et en haut en gris, va être plutôt le cœur du modèle économique. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. Le plan de financement et la partie juridique. Et pour faire vite sur les prochains slides, ce que je vais peut-être insister, c'est, on appelle ça aussi plateau parce que finalement, ça embarque aussi vous, porteurs de projet, ou les groupes porteurs de projet, dans le sens et où vous voyez, c'est un peu illustré dans le contenu de ce qu'on imagine par work package. Je dis imaginer parce qu'on l'a pas encore activé. C'est évidemment, alors il y a une partie d'études qui est en effet le travail qu'on fait nous, mais ce qui est important là-dedans aussi, et ce sur quoi on veille depuis le début du plateau, c'est que on soit bien dans une logique de co-construction et qu'on ne produise pas des études qui soient trop à côté de ce qu'attend le porteur. Voilà, et donc on veille à bien vous embarquer, et vous le verrez dans cette partie-là, et puis peut-être plus encore dans l'autre, sur le slide suivant. Finalement, beaucoup de séminaires de travail avec vous, porteurs de projets, parce que le but, c'est autant d'augmenter vos chances d'en effet être lauréat, que de s'assurer que la suite de votre projet, la vie de votre entreprise ou de votre projet, son modèle économique soit pérenne aussi dans le temps, pour s'assurer quelque part que l'investissement public vienne au bon endroit et viennent financer des projets à la fois qui en ont besoin, ça a été rappelé tout à l'heure, mais qui dans le temps s'inscrivront dans une vraie pérennité économique aussi par la suite. Et je crois que j'ai tout dit. J'ai vu la caméra de Marc qui s'est allumée, donc je crois que ça veut dire que c'est le moment de passer la main. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention.
et Laurestine Dernet. Merci à tous pour votre attention pendant ces 2 heures. Je pense qu'il y a eu énormément d'informations, donc vous avez pu voir que France 2030, c'est un programme qui peut paraître assez dense de prime abord, mais voilà, je voulais réinsister sur le fait qu'il s'agit quand même également d'une réelle opportunité pour les acteurs régionaux pour se transformer, innover et vraiment pouvoir passer à l'échelle des projets qui, hors de l'existence d'un plan d'une telle ampleur, auraient du mal à voir le jour. Donc voilà, encore une fois, réinsister, vous l'avez bien compris, au-delà des différentes interventions qui ont eu lieu, localement, nous étions organisés vraiment pour répondre à vos questions, pour vous accompagner. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas, et si vous pensez avoir un projet, encore une fois, même si vous n'êtes pas sûr du bon guichet, pas sûr de savoir qu'il rentre vraiment dans les clous, n'hésitez surtout pas à venir le déposer sur démarche simplifiée ou à enclencher la discussion avec nous, et ce sera un plaisir d'être à vos côtés pour essayer de voir la meilleure façon d'arriver à faire financer votre projet et à travers donc ce plan d'investissement. Voilà, donc je tenais encore à vous remercier tous pour votre participation. Et puis, je pense que puisqu'on est arrivé pile poil au bout des 2 heures, je vous propose de s'arrêter là. Et merci encore à Magali et à Julie pour l'organisation du séminaire. Merci bien à tous et puis très belle soirée à vous. Merci à tous les intervenants et à ceux qui ont tenu bon jusqu'au bout. Au revoir. Oui, le support sera mis à disposition. On vous envoie tout ça dans les jours qui viennent. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.